Bonjour à tous, nous aurons ce matin deux invités. D'abord, Kwasi Kakpo-Bessé, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice. Avec lui, nous allons évoquer les raisons du sit-in organisé lundi dernier par un collectif des organisations syndicales du ministère de la Justice. Une bonne dizaine de revendications pour montrer que les travailleurs sont mal à l'aise là-bas. Notre deuxième invité, c'est Nicolas Awissoussi. Il est le directeur général du Fonds national de développement agricole, une structure qui aide les producteurs agricoles à accéder aux sources de financement pour leurs activités. Avec lui, nous ferons le tour des activités engagées jusque-là par la structure et l'impact des financements obtenus par les producteurs au profit donc de leurs activités. Notre débat ce matin va porter sur la polémique autour du rôle de l'ancien président qui doit jouer sur la scène politique après avoir dirigé son pays. Notre exemple prétexte, c'est justement Macky Sall, ancien président sénégalais, et avant lui François Hollande, qui a dirigé la France. Les deux ont dirigé leur pays et ont choisi d'intervenir activement dans une élection législative, un plein droit qu'il faut leur respecter, ou un contre-exemple de sagesse qui les éloigne de la retraite et surtout de l'impartialité attendue de leur rang ou statut. En tout cas, on fera le débat tout à l'heure. Merci d'être au rendez-vous. Et voici Fraternité pour commencer avec la une des journaux ce matin. Répercussion de la guerre Israël-Liban. Retour des Béninois sur le Cotonou. La priorité à affréter des vols spéciaux, un devoir régalien. Rentrée et alimentation des collations nutritives pour l'école. Et puis un dernier titre, promotion de l'hygiène corporelle et menstruelle. À l'Oudif ONG œuvre pour une autonomisation des artisans. Le potentiel à présent, contrefaçon, piratage et vente illicite de cahiers d'activités scolaires, criette, 2 personnes déposées en prison. Et puis l'autre quotidien, 4e chargement de brut nigérien à Semekodi, Bénin-Niger, le climat de décrispation tient bon. Libération, situation sécuritaire inquiétante au Moyen-Orient, les recommandations du gouvernement aux ressortissants béninois. Bénin intelligent, production du coton, le Bénin est très en avance. Le télégramme, pipeline Bénin-Niger, un 4e chargement de pétrole brut nigérien à ses mains ce mardi 8 octobre. Matin libre, qu'il soit LD, UPR ou BR, un démocrate dans l'âme pour 2026, la prière de matin libre ce matin. Et puis nord-sud quotidien, exportation de produits agricoles, une hausse significative enregistrée au Bénin. Nous sommes avec Olofofo, Bénin politique, Patrice Talon, un président désormais seul. C'est un constat donc du journal. Et puis Sénégal, Macky Sall, les raisons de retour prématuré en politique. Voici chez vous le matinal. Occupation des espaces publics et insalubrité à Porto-Novo de la capitale du Bénin quand l'incivisme résiste aux autorités. La tribune de la capitale soutient à Talon dans l'affaire tentative de coup d'État. Qu'est-ce qui fait courir le BR, le bloc républicain? L'économiste, conférence internationale de haut niveau sur l'urbanisme en francophonie, la proposition de Luc Nyakadia pour les villes propres et durables. Le journal Les 4 vérités, 6e journée mondiale du coton, les efforts de Patrice Talon salués. La Nation, développement du football, un haut émissaire de la FIFA chez Patrice Talon. Et puis Dabarou, audience au ministère des Affaires étrangères. Olusegun Bakari a déjà dit promet accompagner l'UNAMEL Bénin dans le fact-checking. Le quotidien L'Informateur, propos déplacés et passionnés incitant à la rébellion sur les réseaux sociaux, des interpellations pour dissuader. Je propose à présent de suivre le Chasseur Info. On va aller sur ce titre. Après Rio de Janeiro en 2025, Rabat désigné capitale mondiale du livre en 2026. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Répercussion de la guerre Israël-Liban. Retour des Béninois sur le Cotonou. C'est la priorité en tout cas
tel que pense Fraternité, il faut affréter les vols spéciaux. C'est un devoir régalien, l'avis donc du journal de Ménoté. Rentrée et alimentation des collations nutritives pour l'école et un dernier titre pour boucler. Promotion de l'hygiène corporelle et menstruelle. Aloudif ONG œuvre pour une autonomisation des artisanes. Voilà donc ce qu'on peut retenir des quotidiens à l'heure 1 ce matin. Nous sommes mercredi 9 octobre 2024 dans les colonnes de Fraternité. On peut déjà aller à la page notamment 2 pour constater qu'on connaît désormais, en tout cas depuis hier, le prix Nobel de médecine. En tout cas, ils sont deux Américains à avoir décroché ce prix-là, Victor Ambrose et Gary Bacon, qui quand même ont essayé de faire avancer la science côté médecine. Qu'est-ce qu'ils ont pu promouvoir et pourquoi est-ce qu'on leur a décerné le prix? Fraternité vous propose en sa page 2 et quelques détails liés justement à cette option-là. À la page 3, vous avez quelques éléments concernant la manchette du journal qui paraît à Ménotin. C'est à propos du retour des Béninois sur Cotonou. Ce devrait être une priorité, en tout cas pour ce qui concerne la guerre Israël-Liban, parce qu'il y a justement des Béninois qui sont en difficulté là-bas sur place. Le journal qui conseille par ailleurs d'affréter des vols spéciaux pour ramener les compatriotes à Cotonou. Alors comment est-ce que cela peut se faire? Pourquoi est-ce que c'est une urgence? Fraternité vous donne des détails à la page 3 notamment. Et à la 9, l'actualité sur le continent avec des élections générales annoncées au Mozambique, la guerre au Proche-Orient avec les travailleurs migrants dans l'œil du cyclone au Liban aussi. On parle de cette actualité-là sur le continent. Achetez-le. Quotidien Fraternité dans sa production de ce mercredi matin et informez-vous. En attendant, si votre livreur n'est pas encore là, allez sur le site du journal www.fraternité.bj et informez-vous convenablement. Mais vous pouvez toujours continuer à rester sur place devant votre télévision. Actu Matin, ça se poursuit. Voici l'acte 2 de ce matin. Ce sera le bulletin d'information. La présentatrice est bien installée. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy, bien bonjour à tous. Au sommaire de cette tranche d'information sur la matinale, les images du tête-à-tête entre le président Patrice Talon et la directrice de l'Organisation mondiale du commerce. Plusieurs sujets ont meublé cette audience. Retenez déjà que la directrice de l'OMC que vous avez à l'écran se réjouit des performances réalisées par le Bénin dans le secteur cotonnier. Détail à suivre tout à l'heure. On fera aussi un tour à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour suivre cette formation dédiée au cadre du ministère de l'économie et des finances. C'est dans le cadre de la 10e édition de leur journée des archives. À la manœuvre de cette formation, la direction des services d'information du ministère des Finances. La formation s'anime autour des enjeux de la digitalisation et des règles déontologiques. Voici le bulletin. On va au palais de la Marina pour prendre le pouls de l'actualité, notamment à travers les audiences. En marge de la célébration à Cotonou, Ingrid, de la journée mondiale du coton, le président Patrice Talon a reçu lundi la directrice de l'Organisation mondiale du commerce. Oui, Tanguy Ngozi Okonjo-Iweala est allé féliciter le chef de l'État pour l'organisation de cette journée et a saisi l'occasion pour encourager le Bénin pour les efforts consentis dans la valorisation de l'eau blanche. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos à la fin de l'audience. Je dois saluer Monsieur le Président Talon, Madame le ministre du Commerce et de l'Industrie et toute l'équipe béninoise pour le bon travail qui est fait pour soutenir le secteur cotonnier au Bénin. Nous faisons partie d'un partenariat pour le coton pour soutenir le pays de C4, les pays de Tchad, Burkina Faso, Mali, Bénin et plus Côte d'Ivoire, qui travaillent à valoriser le coton. Et ce que nous voulons, c'est de transformer le coton ici sur place pour créer plus d'emplois pour les jeunes et d'avoir accès au marché africain et à l'extérieur. C'est extraordinaire d'avoir le choix de Bénin, c'est parce que l'économie marche au Bénin. On apprécie le travail qui est fait sur le coton au Bénin.
Donc Bénin est en avance. Autre volet de l'actualité à présent, le ministère de l'Économie et des Finances s'adapte aux réalités actuelles de la conservation des données dans l'administration. Les cadres s'outillent à un meilleur archivage des documents de plus en plus numériques. La session s'est tenue hier à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à la 10e édition de la journée des archivages. William Cliquant et Henri Ganti pour les précisions. Des obligations nouvelles générées par le tout numérique, ou presque, dans l'administration des finances au Bénin, préoccupent à ce conclave. C'est la journée des archives 2024 du ministère de l'Économie et des Finances, la 10e édition depuis l'instauration de cette date en 2007. L'évidence est là. La paperasse a de moins en moins de place devant la courbe montante de données numériques. Les procédés et la sécurité des archives s'illustrent alors comme une problématique de taille. L'archiviste est d'abord garant du respect des modalités d'archivage et des délais de conservation permettant à toute organisation d'être en conformité avec la législation. Bien qu'offrant de nouvelles opportunités comme l'autonomisation des tâches archiviques et la valorisation des archives, le numérique soulève également des préoccupations éthiques et déontologiques qui demandent des réflexions sur les valeurs, les règles et les principes archiviques face aux changements qu'ils suscitent. L'accent est mis sur la déontologie et l'éthique attendue des professionnels à la lumière des enjeux, défis actuels et perspectives. Les experts associés vont sensibiliser les cadres, eux-mêmes bien attendus pour des partages d'expériences et échanges autour des réalités de terrain. Nous ne sommes pas sûrs de la technique, nous sommes plutôt sûrs du savoir-être, sur les bonnes pratiques en termes de... C'est pour ça qu'on est sur l'éthique. Nous sommes rentrés dans une autre ère. Avant, c'était très simple de dire qu'on a des documents, des archives qui sont dans une pièce et cette pièce est scellée. C'est un bon lieu, c'est aux archives nationales. Aujourd'hui, vous allez avoir des archives qui sont quelque part que vous et moi ne savons pas. C'est peut-être dans un data center quelque part et c'est sous forme numérique. Et on a des archives d'État, on a des archives pour chaque type de situation. Il faut pouvoir les conserver correctement et avec éthique. La direction des systèmes d'information du ministère de l'Économie et des Finances à la manœuvre de cette formation prévoit une restitution à l'issue des travaux en atelier. L'accès à des soins de santé de qualité, bientôt une réalité dans la ville de Savet. L'hôpital de zone de la commune sera bientôt inauguré avant la fin de cette année 2024. C'est l'essentiel à retenir de la visite du ministre de la Santé sur le site. Le professeur Benjamin Humpati est allé constater l'état d'avancement des travaux de construction de l'infrastructure sanitaire suivant. Voici à quoi ressemble l'hôpital de zone de Savet. En visite sur les lieux, la délégation conduite par le ministre de la Santé a pu noter avec satisfaction le niveau d'avancement des travaux de construction et d'équipement de cette infrastructure moderne qui fait déjà la fierté et le bonheur des populations du département des Collines. Le chef du département de la Santé, professeur Benjamin Humpati, a d'ailleurs eu à cette occasion une séance de travail avec l'équipe dirigeante de l'hôpital en présence du maire de la commune de Savet, Denis Obachabi. Au cours des échanges, le maire de la commune de Savet a félicité le gouvernement pour avoir réussi à conduire jusqu'à son terme les travaux en dépit des nombreuses difficultés qui ont jalonné tout le processus. À l'issue de la séance de travail, l'autorité ministérielle et sa délégation ont visité les grands services de l'hôpital pour apprécier de visu le niveau d'installation des équipements, la centrale des fluides, le service d'imagerie, les urgences, la buanderie, le service de gynécologie, les hospitalisations ont été parcourues. À chaque étape, des directives ont été données pour accélérer les derniers travaux afin que tout soit finalisé avant la date prévue pour l'inauguration.
Achevée il y a quelques mois, la corniche est de Cotonou suscite déjà la curiosité, se changer les idées, faire une séance photo, discuter entre amis ou amoureux. Elles sont nombreuses les raisons qui poussent les Cotonois à appâter cette infrastructure routière. Au travers de cet élément, Samira Touméré et son équipe nous plongent dans l'ambiance qui règne sur la corniche est de Cotonou. La corniche est de Cotonou. Cette imposante infrastructure de 2,3 km située dans le 3e arrondissement au quartier Akpakpa est fin prête. Après de longs travaux d'aménagement et de bitumage, cette belle infrastructure part de l'ancien pont devant l'immeuble Saint-Charbel et longe la lagune, puis la plage jusqu'à l'hôtel PLM Aledjo. Ce chef-d'œuvre réalisé par le ministère des Infrastructures et des Transports est constitué d'une piste cyclable, d'une chaussée, de zones de plaisance et des aménagements paysagers. Tout ceci pour assurer l'embellissement de la berge lagunaire. Cet ouvrage d'envergure, bien que pas encore ouvert à la circulation, retient déjà l'attention de bon nombre de riverains. Le Bénin est un très bel endroit à visiter. Il y a plein d'endroits touristiques. Beaucoup de beaux endroits et puis c'est un pays en perpétuel développement. Donc je voulais voir ça de mes propres yeux. Jeunes, commerçants, pêcheurs et bien d'autres, ils viennent pour diverses raisons. Je suis venu me distraire. Comme je fais rien à la maison, j'ai décidé de venir ici avec mon ami. C'est la troisième fois que je viens ici, là. Si on est ici là, juste to cache mes fournis, juste prendre de l'air me distraire. La route est très bien faite, elle est jolie. C'est pourquoi nous venons ici prendre des photos. Nous venons aussi prendre de l'air frais pour nous détendre. Si certains y viennent pour y passer du temps et profiter du cadre apaisant pour se détendre, d'autres y viennent aussi pour des activités d'ordre professionnel. Je suis venue ici pour gérer des photos et surtout pour valoriser ma tenue parce que je suis une styliste. Oui, j'ai trouvé des clients beaucoup même. Je vais chercher une autre encore. Souvent, on a vu des personnes qui venaient ici, ils font de très jolies photos. Parce que c'est un lieu qui ressemble un peu à Paris, je vais dire. Pour beaucoup, il s'agit d'un pari réussi par le gouvernement. Et pour d'autres, il va falloir prendre des dispositions pour que cet investissement ne se dégrade du fait de l'action humaine, comme c'est le cas avec plusieurs autres infrastructures érigées à grands frais dans le pays. Il y a eu beaucoup de développement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points positifs, mais il y a aussi quelques trucs encore à améliorer. D'abord, on va voir l'entretien. C'est un très bel endroit. La route a été bien faite, elle est droite et c'est très beau. C'est un très beau paysage. Ils ont bien choisi l'endroit, ça a été très bien aménagé. Le seul problème que je dirais, c'est les gens qui viennent ici pour prendre des photos et autres. Ils viennent pour prendre des photos, pour mettre l'endroit en valeur, mais on ne les sensibilise pas encore assez sur le fait de garder cet endroit propre. Et en dehors de ça, il y a aussi les locaux. Il y a les locaux qui viennent, qui restent ici, vous venez en journée et puis vous voyez quelques trucs qui ne vous donnent pas envie de revenir. Vous voyez des gens fumer, des déchets déposés n'importe comment ou bien plein de petits trucs comme ça qui font que ça détériore comme ça, la beauté de l'endroit. En attendant sa mise en service, la corniche est de Cotonou se positionne comme l'une des attractions de la capitale économique du Bénin. C'est sur ces belles images que prend fin cette session d'information. On se retrouve demain pour partager le reste de l'actualité. Tanguy. Ah oui, de très belles images, notamment de Cotonou. En effet, merci beaucoup à vous, Ingrid, pour la présentation de ce bulletin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, Tanguy. Mesdames et messieurs, au cours de la journée, vous avez d'autres rendez-vous de l'information, notamment les grands rendez-vous de 13h, 19h30 et de 22h30. Vous avez l'essentiel de l'actualité à suivre à ces rendez-vous-là. Et puis le résumé, notamment au petit rendez-vous de 11h et de 16h. Ça s'appelle le bulletin de l'information quand vous êtes sur Canal 3 BD. Je vous ai annoncé deux invités tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'on recevra tout à l'heure Nicolas Ouissoussi. Il est le directeur général du FNDA. On va parler de l'expérience
l'Agence de financement des activités agricoles à travers cette structure. Quel est le point qu'on peut faire depuis sa création, son existence, et quels sont les gros défis? En tout cas, on en parle tout à l'heure. Et puis au téléphone, on aura Jacques Degbé, puisque nous sommes mercredi pour parler économie. On va s'intéresser un peu au mois d'octobre consacré au consommation local. Quel bilan depuis 5 ans que la célébration a été engagée pour la valorisation des produits locaux? On parlera. J'avais parlé de 2 invités. Le premier, ce sera Kwasi Kapobese. Il est le secrétaire général du Centra Justice. Avec lui, on va parler un peu de l'actualité de la maison justice. Voici notre premier invité. Je l'ai dit, Kwasi Kapobese, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice, Centra Justice. Monsieur Kapobese, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Bienvenue sur l'Actu Matin. Vous êtes là pour évoquer avec nous les raisons qui vous ont poussé, vous et vos militants et les militants d'autres organisations syndicales de la maison justice, à tenir un sit-in. C'était le lundi, si je ne m'abuse bien. Oui. Alors, vous avez donc organisé un sit-in lundi dernier. Toutes les organisations syndicales de la maison, presque toutes, je dois dire, parce qu'il y en a qui n'étaient pas au rendez-vous, étaient là. Que se passe-t-il dans le fond? D'abord, merci mon cher ami. Je voudrais rappeler que je fais partie du collège des syndicats du ministère de la Justice. Et c'est ce collège qui a initié ce sitting. Parce que actuellement il y a une crise qui secoue la maison justice. Et je dirais que cette crise est créée, entretenue et voulue même par le garde des Sceaux. Comment on peut dire ça? Il ne vient pas dans une maison pour tout le C'est malheureux. C'est malheureux parce que nous avons déjà trop souffert avec son prédécesseur avec lequel nous avons perdu 5 années de notre vie professionnelle. Quand il est venu, nous avons estimé que maintenant, il faut mettre le personnel. Quels sont les problèmes? Les problèmes que nous avons avec le garde des Sceaux de chez nous est clair. C'est le mépris vis-à-vis du personnel. C'est quoi, il ne vous salue pas les matins quand il vient au boulot? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi vous appelez mépris? Ce n'est pas saluer. Oui. Il y a une manière de traiter le personnel. Lorsque nous étions en 2017, nous avons exprimé le besoin en personnel parce que le personnel qui est là est vieillissant. Et depuis 2010, c'est en 2024 que l'État a finalement autorisé le recrutement. Mais il y a des camarades qui attendaient. Parce que vous ne pouvez quand même pas rester sur place pendant 15 ans. Et il faut demander quand même à aller ailleurs pour faire une nouvelle expérience. Tout à fait, oui. Les camarades ont demandé, mais on ne pouvait pas satisfaire à cette demande-là parce que quand vous enlevez, il faut remplacer. Mais il n'y en avait pas. Depuis 2017, nous avions demandé aux camarades d'attendre. Le garde des Sceaux, quand il est revenu, on lui a posé le problème. Il a demandé d'attendre le prochain recrutement. C'est une envie de changement de vent, d'air, qui vous fait que vous faites des sit-ins, c'est ça? Non. Lorsqu'on a finalement, le gouvernement, le Conseil des ministres a autorisé le recrutement, il s'est fait qu'il n'a plus satisfait aux anciennes demandes qui existaient. Ok, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a positionné les nouveaux qui sont venus supplanter les anciens. Est-ce que vous voyez? Il a déposé ces nouveaux-là dans les cours d'appel, à la criette, dans des agences. Ce qui pose un réel problème. Parce que n'oublions pas, dans l'administration publique, quand vous quittez un tribunal pour aller dans une cour d'appel, automatiquement, vous avez une augmentation de salaire. Mais si des gens sont là depuis 15 ans et que vous positionnez des jeunes, directement, c'est comme si vous faites rentrer des policiers et vous faites deux des généraux. J'ai entendu dans les reproches faits au garde des Sceaux une volonté de remettre en cause les droits acquis. Qu'est-ce que vous appelez droits acquis? Je voudrais d'abord parler du carburant. C'est un droit acquis. Ok. On était là. Oui. Le carburant tarde à venir. Et quand on s'est rapproché du garde des Sceaux, il nous dit gaillardement que lui, il a supprimé le carburant parce qu'il aurait appris qu'en 2025, le chef de l'État pourrait supprimer le carburant. Donc lui, il a anticipé. Mais c'est pas possible. C'est la raison qu'il vous a vraiment servi, ça. On ne pouvait pas anticiper. Le carburant servait à quoi? À vos déplacements? Non, dans l'administration publique au niveau vous avez justement chaque agent a une dotation depuis des années. Vous reprochez au garde des Sceaux de vouloir imposer des réformes.
Mais c'est bien normal quand un responsable à la tête d'une structure veut restructurer la maison, il faut forcément procéder à des réformes. Est-ce que le personnel a le droit de savoir fondamentalement ou d'être associé fondamentalement à une réforme pour l'amélioration, je dois dire, du mode de fonctionnement de la maison? Nous sommes des partenaires sociaux, nous sommes des syndicalistes. Et lorsque je prends par exemple la dernière mutation qui pose problème, on ne peut pas envoyer un coiffeur va faire le travail du menuisier. On a envoyé des OPS dans des cours d'appel pour aller faire le travail des archivistes. On n'appelle pas ça là une réforme. C'est des erreurs. Alors, nous avons, au niveau de la commission administrative paritaire, nous avons examiné des tests. Et nous les avons adoptés. Nous attendons seulement la signature. Mais toutes les fois que vous êtes avec lui, il est tout en rond. Et nous attendons cette fourniture-là depuis qu'il est venu. Bientôt, ça fait 2 ans. Nous n'avons pas encore un seul crayon pour travailler. Depuis qu'il est venu. On n'a pas encore un seul crayon pour travailler. Depuis qu'il est venu, nous sommes au balai. Il n'y a plus un service d'entretien pour balayer nos bureaux. Et ça ne peut pas continuer. Si les camarades sont là, ils n'ont pas droit à un concours professionnel. Le plan de formation est suspendu. Et à un moment donné, nous avons estimé qu'il faut corriger la dernière mutation et qui contient des irrégularités graves. Il ne veut pas accéder à notre requête. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés d'aller et de prendre part à ce sitting. Vous avez dit tantôt que tous les syndicats étaient pas là. Tous les syndicats étaient là. Oui, les magistrats. Attention, les magistrats sont avec nous. Oui. Et vous savez que les magistrats constituent un corps d'élite. Oui. Donc, ils viendront. Nous avons ils viendront. Il y a aussi notre syndicat parallèle créé tout récemment sous, je dois dire, la rupture, qui n'était pas avec vous aussi. Bon, et nous sommes 8 syndicats dans le collège. Nous sommes 8 syndicats dans le collège. Et s'il y a un syndicat qui est créé, nous allons voir d'abord qui sont ces syndiqués. Je voudrais rappeler, rapidement sur les que ce qui nous fâche, c'est que le garde des Sceaux conteste même ce que le législateur a prévu. Nous avons droit à des ristournes. Il faut rétrocéder. Lui, il estime que même les sessions criminelles, nous avons droit à des primes liées aux sessions criminelles. Le garde des Sceaux estime qu'au nom de quoi un fonctionnaire qui a déjà un salaire, on doit lui donner encore des risques. Nous ne sommes pas les premiers dans l'administration. Il n'a qu'à aller à la douane, au trésor, aux impôts. On va voir ce qui se passe là-bas. Donc, lorsque vous êtes ministre, c'est d'abord sauvegarder ce que vous êtes venu voir. Mais si lui doit mettre le couteau dans tout ce qui existait, alors mais qui ne fait rien. Oui, mais quelque part, nous sommes en train de serrer les ceintures depuis 2016. Chaque citoyen doit contribuer à quelque niveau qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit dans le privé, ou qu'il soit, je ne sais pas trop, il doit normalement contribuer. Donc, quelle est votre contribution à vous? Vous ne voyez pas que nous sommes fatigués de serrer cette ceinture-là. Mais ce n'est pas lui qu'il faut, c'est pas lui qu'il faut le dire. Oui, mais il faut dire à celui qui a demandé concernant les ceintures. Moi, j'ai déjà réagi par rapport à cette serrage de ceinture qui ne fait que durer. Je ne sais pas ce que le chef d'État a mis dans sa marmite et qui est toujours au feu pour le moment là. Non. Et on a vu le salaire des ministres, des secrétaires généraux, ainsi de suite. Il n'est plus question de serrer de ceinture. Alors, M. Kakpoubessi, j'ai remarqué que dans vos réclamations, on a beaucoup de choses qui sont liées essentiellement aux intérêts matériels et financiers. Octroi des avantages aux greffiers, en chef, paiement de primes de responsabilité, primes de vacations, s'il vous plaît. Oui. Vous aviez même parlé, vous êtes allé jusqu'à demander une harmonisation de la dotation de carburation. C'est l'argent et le matériel la priorité. Ah non, attention, nous avons nos statuts qui sont... Oui, mais même les statuts, c'est pour forcément améliorer vos salaires, c'est des anciens statuts. Oui. C'est des anciens statuts que nous voulons modifier. Ok. Pour les arrimer aux nouvelles exigences, c'est tout. Ce n'est pas que nous voulons encore des primes et indemnités. Mais tout ce que vous aviez cité majoritairement touche l'argent et touche à des ristournes, comme vous les appelez. Bon, dans ce cas précis, oui. Si le législateur a exigé que nous avons droit, il faut les payer. C'est tout. C'est si simple que cela. Si c'est dans les statuts, nous n'inventons rien. Si c'est dans les statuts et que nous avons droit, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un nous paye, c'est tout. Alors, vous invitez à boycotter toutes les activités hors horaires réglementaires des audiences. En gros, vous ne travaillez pas au-delà des heures normales de l'administration. Est-ce que vous savez au moins que vous êtes des fonctionnaires à part?
Parce que justement, vous travaillez sur une matière assez sensible, la liberté des individus et surtout leur accès à des actes qui leur permettent d'exister légalement. C'est très délicat. Le syndicalisme a un objectif à atteindre. C'est lequel? Et la justice ne peut pas fonctionner sans travailler au-delà des horaires réglementaires. Oui, mais quand vous bloquez alors au-delà des du horaires... moment où nous avons posé le problème au garde des Sceaux, Oui. et lui-même nous dit gaillardement qu'il n'a demandé à personne de travailler. Il a dit ça où? Il a dit ça où? Est-ce que vous étiez président? Oui, mais c'est votre parole sur ce plateau contre... Personne Oui. de travailler en dehors des horaires réglementaires. Nous avons dit, OK, à partir de cet instant, nous allons respecter les horaires fixés par le gouvernement. Parce que nous savons, vous ne pouvez pas être au parquet et dire qu'il est 12h30. Parce que il y a des ça va être compliqué. Vous ne pouvez pas. Mais si nous faisons ce sacrifice, il faut que le garde des Sceaux reconnaisse que quand même, la justice n'est pas un autre, comme les autres ministères où et on peut respecter les horaires réglementaires. S'il y a des sacrifices, il faut les compenser. Nous disons, nous avons des acquis. Le couteau qui met dans ces acquis-là, ça pose problème. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez continuer à mettre les bandes? Nous allons nous retrouver le vendredi pour repréciser aux camarades le boycott de tous les travaux hors horaires réglementaires. Et nous allons continuer les sittings tous les lundis jusqu'à ce que nous soyons écoutés. Mais c'est aux citoyens que vous faites mal, c'est pas aux ministres. Bon, en réalité, lorsque les syndicalistes organisent des mouvements, la conséquence c'est qu'il y a des dégâts quelque part. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas faire des mouvements et ne pas avoir des séquelles nulle part. Non, non, il doit y avoir des problèmes quelque part. Et c'est ça l'objectif atteint du syndicalisme. Monsieur le secrétaire général, un mot pour finir. Bon, moi je voudrais m'adresser au président de la République. Depuis 2016, nous avons toujours constaté que c'est des avocats qui dirigent notre ministère. Il faut sonner le disque. Pourquoi? Les avocats, ils n'ont pas une tête à diriger le ministère? On a l'impression qu'ils n'ont pas encore... On ne va pas stigmatiser. Non, c'est quand même des gens qui ont l'expérience, qui connaissent la maison, qui pratiquent. Oui, on ne va pas stigmatiser. Ils connaissent les principes et règles fondant la fonction publique, base de l'administration publique. Ils méconnaissent. Ils ont tendance à imprimer la gestion d'un cabinet qui n'est qu'une gestion privée. Et ils perdent des années avant de se retrouver. Actuellement, notre cas des autres se cherche. Ils se cherchent. Ils touchent à ça, ça ne marche pas. Ils touchent à ça, ça ne marche pas. Et nous avons une carrière. On a 30 ans à faire. On n'a pas le temps. Donc il va falloir que le chef de l'État change. Ce disque-là est rayé. On a compris. C'est tout ce que vous attendez en réalité. Alors là, c'est notre objectif, c'est pas son départ. Ah, mais j'ai bien l'impression. Vous pensez que les avocats... Nous avons sur sa table, oui. Nous avons sur sa table des points de revendication. C'est justement là-dessus qu'il faut... Dans la sérénité, oui. Dans la sérénité, on devait s'asseoir. Mais quand on s'assoit, c'est toujours la diversion. Ça ne peut pas continuer comme ça. Monsieur Kwasi Karpo-Bessé, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice, Centrale Justice. Merci beaucoup d'être venu sur la Matin. Merci, mon cher ami. Très bonne journée. Il faut m'appeler de temps en temps. Ben, ce sera avec un grand plaisir. La preuve, vous m'avez fait si je vous ai appelé. Hein, merci, sans hésiter. Merci beaucoup. Merci d'être passé par ici. Allez, on va passer maintenant à l'actualité des sports. L'actualité des sports ce matin est dominée par les informations des guépards et des nouvelles des Jeux universitaires pour la version ou l'édition 2024. C'est vous qui choisissez. Maël, bonjour. Bonjour. On démarre par les guépards maracanais, vice-champions du monde qui sont entrés hier à Cotonou. Oui, honneur aux vice-champions du monde qui ont été accueillis en grande pompe hier à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou. Des supporters ont effectué le déplacement pour célébrer les ambassadeurs du Bénin qui sont rentrés d'Abidjan avec leur médaille d'argent. Les joueurs, le staff et le président de la Fédération béninoise de Maracana ont tous fêté comme cela se doit ce titre de vice-champion du monde. Vous venez voir avec la collaboration de la régie ces images où vous voyez le président de la fédération Nassirou Saka, les joueurs, Christian Kochoni, Séverin Afouda, tous ces joueurs-là qui se sont donnés corps et âme durant cette Coupe du Monde de Maracana, célébrée en grande pompe avec le drapeau du Bénin. Cette belle récompense, il faut dire que
Le Bénin a terminé deuxième, est revenu avec ses médailles d'argent et une enveloppe financière. Tanguy, un mot pour l'accueil des Guépards marocains? Oui, je crois qu'ils le méritent très bien pour tout au moins le niveau auquel ils ont hissé la nation béninoise. C'est vrai que pour la compétition continentale, ils étaient en finale. Mais là, on parle de Coupe du Monde, s'il vous plaît, même si c'est une discipline pas très connue, en tout cas à travers le monde. On a quand même eu la participation de certaines nations de football qui étaient quand même à ce rendez-vous-là, la Belgique, la France, la Guinée, le Togo aussi et tout. Je crois qu'ils méritent bien ces belles lumières et ces images. Donc, honneur au vice-champion donc. Vice-champion. La prochaine édition, ce sera quand? Pour la prochaine édition, on n'a pas encore de date, mais je pense que la Fédération internationale va tabler sur ça et puis on sera informé. Puisqu'on est à l'aéroport, on va prendre un vol pour atterrir à Abidjan, d'où nous viennent justement nos ambassadeurs. Et là, on va parler des Guépards de la sélection nationale de football, eux qui préparent activement leur confrontation face au Rwanda. Oui, Gernot Rohr et ses hommes ont démarré depuis lundi leur préparation en vue des 2 prochains rendez-vous face aux Guêpes du Rwanda. Hier, c'était la deuxième séance avec 22 joueurs qui se sont entraînés avec intensité sur l'aire de jeu du lycée classique de Cocody. Je vous propose ici des images de la séance de ce mardi. Suivez. Sur ces images, Francisco Dodo Doku, Romaric Amoussou, Junior Laïtan, on peut le voir, Tanguy, qui sont en train de bien s'entraîner. C'est un Joël Dossou aussi, avec sa crête de coq. Et bien, avec sa crête de coq. Il faut préciser que les entraînements ont démarré depuis lundi sur ces mêmes installations. Justement, à cet effet, le sélectionneur nous fait un point de préparatif. Suivez. D'abord, sur le plan physique, de récupérer après leur déplacement. Il y en a qui ont eu de longs déplacements de l'Europe de l'Est, etc. Donc, ceux qui avaient joué samedi, c'est toujours aussi un entraînement le surlendemain de match qu'il faut faire attention. Donc, sur le plan physique, la récupération, mais aussi la fraîcheur. Et aussi un travail d'automatisme dans le jeu, parce qu'on essaie de retrouver rapidement. Ce n'est pas comme dans un club, on est tous les jours ensemble, on est ensemble de temps en temps, donc vite retrouver dans le jeu les automatismes. Le Bénin qui accueille vendredi prochain au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le Rwanda, retrouvant à nouveau Gernot Rohr qui nous parle de l'ambiance qui prévaut dans la capitale ivoirienne. Les idées claires, c'est toujours qu'il faut les avoir, pas seulement contre le Rwanda. On a essayé de les avoir déjà dans les premiers matchs, dans les derniers matchs.
On est à Abidjan, on n'est pas à domicile, mais on se sent bien ici, on se sent presque comme chez nous. Et on est chaque fois bien accueillis dans de bonnes conditions. Comme vous voyez, les terrains sont magnifiques. Le stade va être magnifique. J'ai pu venir un peu avant pour voir la SEC avec un de mes joueurs évoluer samedi. Et voilà, on s'est trompé déjà dans l'ambiance. Et ce match vendredi après-midi déjà à 16h, on espère avoir le soutien de tous nos supporters qui sont ici. Chaque fois qu'on a joué là, c'était 3 fois. On a eu la chance d'avoir été soutenu par les gens du Bénin, mais pas seulement, mais aussi des Ivoiriens. On compte sur le retour de Momo Tidjani, qui nous avait un peu manqué la dernière fois. Il est de retour. Il est le régional de l'étape avec Romaric. Et je pense que son clan va venir pour nous soutenir. Guy Gernot qui espère que cette belle atmosphère qui prévaut permettra à son équipe de remporter ce match. Il faut dire qu'après Abidjan vendredi, le Bénin se rendra à Kigali pour affronter à nouveau le Rwanda et ça sera le 15 octobre. On va espérer que notre équipe ou nos ambassadeurs, nos envoyés mettent le paquet pour nous rapporter la victoire, même si on sait que ça ne va pas être difficile. C'est un adversaire qu'on connaît très bien, oui, pour la difficulté qu'on a à le battre. Oui, on a déjà rencontré le Rwanda plusieurs fois. Je pense que la dernière fois, c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, toujours à Abidjan, avec une victoire 1-0. Justement, cette victoire elle va rester sur le moral des Guépards qui auront envie de rééditer cet exploit-là. Côté rwandais, c'est sûr qu'ils vont vouloir prendre leur revanche. Donc, c'est une rencontre qui s'annonce déjà bien électrique avant même le démarrage de la rencontre. Donc, vendredi prochain, on espère vraiment que les Guépards puissent ramener les 3 points pour avant se rendre à Kigali pour une nouvelle confrontation. Ouais, parce qu'on se rappelle justement que la Super Eagles, qui sont dans le même groupe que nous, notamment sont allés faire un match nul, les vieilles, 0 but partout contre ces guêpes-là. Ça va être donc tellement difficile puisque justement face aux Super Eagles, on a encaissé un certain 3-0. Oui, on a encaissé 3 buts, mais c'est déjà très bien la réaction des Guépards qui, après cette défaite, ont su réagir face à la Libye pour prendre 3 points dans cette campagne qualificative à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le premier but ou le premier objectif des Guépards, là, déjà tout de suite, c'est d'aborder le match contre le Rwanda avec sérénité et d'aller chercher ces 3 points-là. On connaît l'atmosphère qui régnait à Abidjan, toute la ferveur des Béninois qui vivent dans la capitale ivoirienne, qui se déplacent pour aller au terrain, et des Ivoiriens même qui viennent soutenir les Guépards au terrain. On espère que tout ça va permettre à Gernot et ses hommes de valider un premier succès d'abord avant de se rendre à Kigali, où on sait qu'aller jouer en altitude, c'est souvent périlleux, peu importe l'équipe qui va à Kigali. Absolument. Allez, on va revenir au Bénin, Maël, pour parler des Jeux universitaires, notamment pour l'édition 2024. Le tirage au sort de la compétition s'est tenu hier. Effectivement, hier, en présence des représentants des universités qui prennent part à ces Jeux universitaires qui se déroulent cette année à Djougou. On va retrouver ici l'ambiance du tirage au sort. Suivez. C'est bon, vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, dites-moi. Donc on aura 2 groupes de 3 équipes. On va partir pour le groupe A. En tout cas, souvent c'est compliqué à enlever. Je vous ai dit. Allez, donc, le groupe A, au niveau du volleyball homme, position 1, Fazeg. La Fazeg. Merci. Je vous ai tourné un peu légèrement avant de pousser. Allez. Toujours dans le groupe A, en position 2 cette fois-ci. L'INGEPS. L'INGEPS. Merci. Allez. La troisième équipe dans ce groupe A au niveau du volleyball masculin. Vous allez acheter une autre. C'est pas grave. Fast. La fast.
première position dans la poule A. En deuxième position cette fois-ci. EST Lokosa. Après le tirage au sort, je vous propose ici de retrouver le point de la répartition des équipes avec les groupes. Suivez. FLAC en tête de poule A. On a EST Lokosa et EFES Sapienza de Parakou. La poule B est composée de l'UATL Gaza Formation de Cotonou, des AE de Cotonou et de CU Adjara. Football Dame, poule unique puisqu'il y a 4 équipes. IGIB Africa, INGEPS, Flash UP et FLAC. Basketball homme, 6 équipes, 2 groupes. Poule A, FAH, HECM Cotonou, EST Lokosa. Poule B, INGEPS, Flash UP, CU Agara. Basketball dame, poule A, FAH, INGEPS, EFES Sapienza, poule B, EST Lokosa, IFRI, Flash UP. Handball homme, poule A, poule B. Dans la poule A, on retrouve EST Lokosa, Flash UP, EFES Sapienza de Parakou. Dans la poule B, ESAE de Cotonou, FAH et INGEPS. Handball dame, 2 poules, puisqu'il y a 6 équipes. Poule A, EST Lokosa, FAH, ESAE de Cotonou. Poule B, INGEPS, Flash UP et FLAC. Volleyball chez les hommes, 2 groupes. Dans la poule A, FASEG, INGEPS et FAST. Dans la poule B, Flash, FDSP UP, EST Lokosa. Volleyball dame, 4 équipes, une poule de 4. Flash UP, FASEG UAC, FLAC UAC et INGEPS. Pour cette compétition, rappelons que la compétition démarre le 8 novembre prochain dans la cité d'Ekbetoni. La fête s'annonce donc belle à Djougou-Tanguy. On sera certainement au rendez-vous si on avait un bout de temps. Merci beaucoup à vous, Maël. Oui, merci beaucoup, Tanguy. Bonne journée. À vous aussi. Mesdames et messieurs, voici notre deuxième invité ce matin. Notre deuxième invité ce matin, c'est le directeur général du Fonds pour la promotion agricole, M. Awissoussi. M. Awissoussi, bonjour. Bonjour, M. Tanguy. Votre structure travaille à justement aider les organisations paysannes et les acteurs du monde agricole à décrocher des financements. D'abord, comment ça se passe, le mécanisme? Ce mécanisme, oui, comme vous l'avez très bien dit, c'est pour assurer la promotion de l'investissement dans le secteur, de l'investissement privé dans le secteur agricole. Donc essentiellement, avec bien sûr 2 axes, à savoir un axe subvention ciblé, et j'ajoute bien sûr ciblé, ça veut dire qu'on ne fait pas des subventions tous azimuts, et le deuxième axe, c'est bien sûr faciliter bien sûr l'accès au crédit. Et là, c'est donc l'utilisation d'instruments financiers appropriés. Je pourrais peut-être revenir sur les détails de ces instruments-là. Alors, quels sont les grands, je dois dire, grands points qu'on doit retenir? Voilà, les grands points qu'on doit retenir, puisque nous sommes à l'ère de reddition des comptes. Je vais peut-être d'abord situer l'écosystème financier du secteur agricole avant 2016 et maintenant après 2016. Donc avant 2016, c'est 3 éléments qui caractérisent plus ou moins l'écosystème financier du secteur agricole.
qui vous souviennent cette fameuse déclaration de Maputo, où les chefs de d'État se sont réunis, bien sûr, pour dire que désormais, nous devons pouvoir consacrer au moins 10% des dépenses. Voilà, exactement. Simplement parce que à l'époque, la crise agricole se pointait à l'horizon. Le constat, c'est qu'avant 2016, comme d'ailleurs la plupart des pays africains, ce taux de 10%, qui n'est pas magique, hein, c'est bien sûr à partir de certains calculs-là que ça a été décidé. Malheureusement, beaucoup de pays n'ont pas pu atteindre ce seuil-là, y compris aussi donc là le Bénin. Donc ça fait vraiment le premier élément. La déclaration de Maputo n'a pas pu être respectée, on n'a pas pu atteindre les 10%. Deuxième élément, c'était que le financement des initiatives privées était très très faible. Je dis bien, initiatives privées étaient très faibles. À savoir que, bien sûr, les banques ne voulaient pas tellement, n'étaient pas très alléchantes pour financer le secteur agricole. Il n'y a que quelques chaînes de valeur qui sont, bien sûr, financées. C'est le cas, par exemple, donc là, du coton. Le coton était pratiquement la seule filière qui était financée par les banques de la place, simplement parce que c'est une filière très, très structurée et on est sûr, bien sûr, donc là, qu'on va vendre et puis on pourra, bien sûr, récupérer. Donc, avec des taux d'intérêt élevés, tout ça là, le secteur privé, pour les autres chaînes là, n'était pas du tout financé. Alors, à l'époque, le troisième élément, c'est qu'il y avait bien sûr deux instruments que l'État avait mis en place, à savoir le fonds FADEC, et FADEC Agriculture, et bien sûr le FNDA. Malheureusement, ces deux fonds n'ont pas pu vraiment bien jouer leur rôle. Pour le fonds FADEC, par exemple, c'est à peu près 1,3 milliard qui avait été mobilisé et injecté, bien sûr, donc là, dans le secteur agricole, au niveau, bien sûr, des communes. En ce qui concerne le FNDA avait été créé, mais n'avait pas encore été opérationnalisé. L'opérationnalisation du FNDA n'a commencé véritablement qu'en 2020. Alors, depuis lors, qu'est-ce que vous avez pu faire? Depuis lors, voilà, on a fait vraiment beaucoup de choses. D'abord, la déclaration de Maputo est complètement remplie. En dehors de l'année 2017, en moyenne, depuis 2016 jusqu'à 2022, c'est au moins 10,8% bien sûr du budget, ce qui est vraiment donc là une prouesse. Ça veut dire qu'on a commencé par financer massivement le secteur agricole. Deuxième chose, c'est que depuis 2016, les financements sont structurés. Avant 2016, le financement, bien sûr, que l'État mettait, en dehors, bien sûr, des partenaires au développement, c'était surtout sur la filière coton. Mais depuis 2016, c'est en 2016 seulement que l'État a épongé les dettes qui étaient dues, à savoir, bien sûr, dettes sur les intrants, dettes sur le transport. C'était vraiment un problème. Donc, il fallait remettre le pendule à l'heure. Mais depuis 2017, l'État n'a plus mis un seul rond dans la filière cotonnière. Et je crois que c'est extrêmement important de le dire. Alors que les 20 dernières années avant 2016, l'État mettait beaucoup d'argent, bien sûr, dans la filière coton, notamment, bien sûr, les intrants. Alors, dès lors qu'on a suspendu on a éliminé ces subventions côté coton, où est-ce qu'on a mis l'argent qu'on mettait? Voilà, exactement, c'est ça. Donc, on a restructuré. Et là, on a commencé, bien sûr, par financer les autres filières. Et en 2024, en 2022, par exemple, le volume total, bien sûr, du financement agricole par l'État, c'est 224 milliards qui ont été, bien sûr, jetés. Bien sûr, donc là, pour les autres filières. Mais je dois préciser que en 2022-2023, il y a eu cette grande crise avec l'Ukraine, la guerre russo-ukrainienne, qui a fait que l'État a été obligé, bien sûr, donc là, de subventionner un peu les intrants, y compris alors les intrants coton. Sinon, l'État n'intervient vraiment plus. Quelles sont les autres filières dans lesquelles on a vraiment... Les autres filières, il y a le soja, il y a le maïs, il y a le palmier à huile, il y a beaucoup d'autres choses là, il y a le secteur élevage, et tout ça là, on a vraiment commencé par
pas vraiment financé massivement, ce qui fait que ça a repris. Maintenant, pour le fonds FADEC, par exemple, rapidement, le fonds FADEC aussi a connu, bien sûr, un boom de 2016 à aujourd'hui, c'est à peu près 11,9 milliards qui ont été, bien sûr, donc là, mobilisés. Et ça, là, ça comprend, bien sûr, 2 milliards de la coopération suisse. Je crois que c'est important de le mentionner. Ensuite, en dehors, bien sûr, donc là, du fonds FADEC, il y a maintenant, donc là, le FNDA, qui a vraiment repris le travail. Et puis maintenant, là, au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à 81,2 milliards qui ont été, bien sûr, injectés dans le secteur. De la part de l'État? Non, non, pas de la part de l'État. Voilà, parce que justement, je vous avais dit que on a maintenant donc là restructuré, bien sûr, donc là le financement. Et là, le FNDA est là pour faciliter l'accès au crédit. Et donc, surtout pour le secteur privé. Parce que l'agriculture, c'est après tout une affaire donc la privée. Donc, comment faire pour que les privés puissent avoir l'argent? C'est bien sûr donc là le rôle que le FNDA a joué. Et là, sur les 81 milliards, c'est 72,4 milliards qui ont été mobilisés en matière donc là de crédit. Donc, le crédit que les partenaires financiers ont amené, c'est à peu près 72 milliards. Et il y a quand même aussi 5,4 milliards dans les 81 milliards de bonification, qui est aussi quelque chose d'extrêmement important, parce que la bonification, c'est quoi? Quand les gens vont faire un crédit, si c'est des crédits d'investissement, ou des intrants spécifiques, là, l'État a décidé, bien sûr, de bonifier. Donc, si c'est un crédit à 9% auprès d'une banque, c'est que l'État paye, bien sûr, donc là, 7% et ce n'est que 2% que le privé. Donc, ce qui est vraiment un incitateur pour permettre, bien sûr, donc là, au privé d'investir. On n'a pas vraiment des banques vraiment importantes qui s'engagent avec les acteurs du privé. On a juste que les microstructures de financement, pour la plupart. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, il y a les microfinances parce que la plupart du temps, nous avons bien sûr une agriculture familiale dont les petits producteurs sont nombreux. Mais de plus en plus maintenant, il y a de grosses pointures, je vais dire, les PME là qui s'investissent. On est toujours dans les PME. Non, mais les banques sont sur la place. Oui, non, bon, écoutez, si je prends par exemple Premium Royal, c'est plutôt c'est beaucoup de milliards qu'ils ont mobilisés auprès par exemple donc là, de la BIC, avec bien sûr de la bonification et du FNDA pour investir bien sûr donc là dans la rizerie. Si je prends Orana par exemple là, ça c'est des grosses pointures aussi. Bon, on va pas faire assez de publicité à ces structures. Voilà. Alors, quelle est la plus grosse, le plus gros crédit qu'un acteur agricole je dois dire, obtenu justement grâce au FNDA? Ok, grâce au FNDA, jusque-là, je crois que c'est au moins 4 milliards qui ont été bien sûr donc là et mobilisés et pour un individu. Un seul individu? Ah oui, bien sûr. Maintenant, investir dans l'agriculture. Dans l'agriculture. Maintenant, si je prends la Sonama, puisqu'on a facilité aussi le crédit à la Sonama, c'est 44 milliards. C'est 44 milliards qui ont été mobilisés grâce bien sûr aux facilités du FNDA qui ont été mobilisés bien sûr par la Sonama. Je crois que ça fait beaucoup. Parce que la mécanisation, c'est un élément extrêmement important si nous voulons évoluer d'une agriculture de subsistance à une agriculture commerciale. Mais est-ce que les acteurs y remboursent? Oui, je crois que jusque-là, le taux de remboursement est quand même assez intéressant. Si je prends le SFD, nous avons un portefeuille à risque à peine de 3%. Ça veut dire que c'est quand même vraiment chaud là. Maintenant, au niveau, bien sûr, des banques, vous savez que dès qu'il y a un petit, puisque au niveau des banques, c'est de gros montants qui sont chaud là. Dès qu'il y a un petit hic où quelqu'un ne paye pas, ça met vraiment donc là et tout le système en chaud là. Donc au niveau bien sûr des banques, on doit être à peu près à 18% le taux, le portefeuille à risque. Mais c'est des choses là qui sont très dynamiques, qui évoluent et dès que les gens remboursent là, et ça reprend. Donc je crois que globalement, ça allait bien sûr d'aller. Est-ce que vous avez un tableau statistique qui récapitule le nombre de personnes déjà impactées par cette affaire? Absolument. C'est aujourd'hui, nous avons au moins 4500 bénéficiaires, dont 4000 et quelques, dont 4900 bénéficiaires femmes qui ont déjà bénéficié, bien sûr, des facilités du FNDA. Pourquoi prioriser plus les femmes? Ah oui, parce que gender, le genre, vous savez que... Bon, les plus grosses propriétés appartiennent aux hommes. Ah oui, les plus grosses... À cause de l'histoire, à cause de la coutume, etc. Justement, mais les femmes aussi investissent beaucoup dans l'agriculture et on ne se rend pas compte. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut quand même qu'on fasse une certaine part
aux femmes là pour les aider vraiment à avoir le financement dont ils ont besoin pour pouvoir financer effectivement le secteur. Est-ce que c'est sur l'ensemble du territoire national ou bien il y a une accumulation, une concentration? Non, nous intervenons du nord au sud, de l'ouest à l'est. C'est tout le territoire avec toutes les filières. Alors, vous aviez fait cette opération depuis, mettons, 3 ans à peu près. On a pu quand même rencontrer quelques acteurs qui ont bénéficié de vos actions et qui ont accepté de se confier à nous. On va les suivre dans cet extrait que je vous propose. Okay. À Djougou, dans l'arrondissement de Bariénon, il y a Dieudonné. Dieudonné, c'est Isso Anna en Lopa, une ferme agro-pastorale. La production animale et la production végétale, l'aviculture, la cuniculture, l'apiculture, la pisciculture, le maïs, le soja, l'anacade, le riz. La production du riz, ce dernier volet est le volet sur lequel nous avions eu un partenariat avec FNDA. Et nous avions monté un projet que nous avions soumis. Par le passé, les banques étaient réticentes, très réticentes à financer les projets liés à la production agricole. Mais avec le Fonds national de développement agricole et son lobbying, l'affaire est pliée. Nous avions obtenu un crédit de 44 millions. Avec ces fonds, le promoteur de la ferme Isso Anna a acquis décortiqueuses de riz, tracteurs et accessoires. Le gouvernement a bien réfléchi pour mettre ce projet-là au profit des producteurs. Sinon, autrefois, les banques disaient tout le temps que le domaine agricole est très risqué. Avec la facilitation de FNDA, non seulement que les banques acceptent financer l'agriculture, mais ils acceptent de financer à un taux très raisonnable. Un taux à un chiffre. On n'a jamais vu ça avec les banques. Ça marche avec FNDA. Je me demande s'il n'y avait pas FNDA, comment ferais-je? L'usine tourne à plein régime. Toute la journée, les sacs se remplissent de riz. Les magasins sont pleins. D'ici là, toute cette production se retrouvera sur le marché béninois. La société Premium Rice Mill Industries est spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation du riz local. Nous avons signé une convention avec l'État béninois pour la gestion des 2 unités de décortiquage du riz. Il s'agit de la rizerie de Glazoué et Malanville. Premium Rice Mill Industries a bénéficié de l'appui du Fonds national de développement agricole. L'appui dont nous avons bénéficié du fonds est très déterminant. L'entreprise est accompagnée à travers le guichet 2 du Fonds national de développement agricole. Le guichet 2 comporte l'appui conseil, la vulgarisation et le conseil agricole, l'appui institutionnel, la sensibilisation, la formation, l'éducation non formelle, la recherche, l'assistance technique. Le FNDA n'a pas donné de l'argent à Premium Rice, mais le FNDA s'est porté garant de Premium auprès d'autres partenaires financiers. L'intervention du Fonds national de développement agricole a poussé vers le haut les activités de l'entreprise. À Malanville, nous sommes passés de 2 tonnes par heure à 5 tonnes par heure. Et à Glazoué, nous sommes passés de 2 tonnes par heure à 10 tonnes par heure. Et donc, ceci a permis d'augmenter la capacité de transformation des 2 unités et d'avoir des équipements modernes de transformation qui permettent d'avoir un riz fini de très bonne qualité apprécié par les consommateurs. Assez intéressant, faut-il dire, à travers ces témoignages donc des acteurs ayant bénéficié de l'appui du FNDA pour accéder à des facilitations et à des ressources d'appui financier. Je dois vous dire que ça doit être un gros orgueil pour vous. Absolument. On est vraiment satisfait de ce qu'on est en train de constater, comme vous venez de le voir. Quels sont les gros défis aujourd'hui pour le FNDA? Les gros défis au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'abord s'assurer de la qualité des projets que les bénéficiaires soumettent aux banques et au SFD. Ça, c'est vraiment un gros défi. Parce que si le projet soumis à une banque n'est pas de bonne qualité, la banque ne va pas financer. Surtout qu'il y a beaucoup de risques dans le secteur agricole. Donc là, c'est un gros défi, mais on est en train maintenant de trouver la solution. Qu'est-ce que vous faites? On vient bien sûr de signer un accord de partenariat avec la DPME,
agence de développement des petites et moyennes entreprises, qui dispose bien sûr de ressources aussi bien humaines que financières pour appuyer justement les bénéficiaires, les porteurs de projets à travailler sur leurs projets et à améliorer la qualité avant bien sûr que ça ne soit soumis. Oui, mais sûr. la qualité la professionnalisation aussi des acteurs, c'est important. Absolument, la professionnalisation aussi des acteurs, sur la DPME justement aussi joue ce rôle-là, la formation dans tous les domaines, non seulement dans le domaine agricole, mais dans le domaine, bien sûr, du management. Si vous avez bien fait attention à cet élément qui vient de passer à Premier Rome, ils ont parlé aussi, bien sûr, donc là, du guichet 2, qui s'occupe bien sûr de toutes les activités qui sont non financières, à savoir la formation, la certification, l'accès au marché, ainsi de suite, etc. Donc, tous ces éléments-là, on travaille là-dessus. Donc, le plus gros défi aujourd'hui, c'est d'abord l'amélioration de la qualité et là, les choses. Ensuite, le deuxième défi, là, c'est quand même important de le dire, c'est vraiment intensifier le refinancement. Si vous permettez, le refinancement, c'est bien sûr donc la permettre au SFD. On signe des accords de convention, des conventions avec les SFD, on leur accorde des lignes de crédit, ils mettent en place les crédits et ils nous retournent pour dire, ah vraiment sur les 2 milliards là, j'ai pu mettre en place 300 millions. Donnez-nous alors ces 300 millions. On regarde, on leur donne encore les 300 millions et comme ça là, ils vont encore financer. C'est donc là un revolving. C'est important parce que c'est ça qui va permettre vraiment d'atteindre les petits producteurs. Vous voyez un peu, c'est ça qui permettra donc là d'atteindre effectivement les petits producteurs, de nous assurer que les petits producteurs sont effectivement financés. Donc là, c'est un défi. On est en train de travailler là-dessus avec les choses. Actuellement, ce n'est que 18 SFD avec lesquels nous travaillons, alors qu'ils sont plus de ça. Donc, nous devons chercher bien sûr à accrocher d'autres SFD pour qu'ils puissent nous accompagner dans ça là. La question du marché, surtout avec les difficultés des producteurs qui ne comprennent pas pourquoi il faut vendre à moindre coût pour alimenter les usines en cours d'installation à la GDIZ, comment le FN d'ailleurs voit justement cette problématique-là. Il faut leur permettre quand même, après avoir investi, égrouillé comme ça, suyé, etc., que ces paysans vendent à des coûts assez intéressants et surtout qu'ils trouvent là où il faut vendre. Absolument. Et je crois que nous y sommes aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle du développement sahélien. Vous savez qu'avant c'était la filière cotonnière seulement, tout le monde fait ça là, parce qu'on est sûr du marché dès que vous produisez. Oui, mais il y a la NACAD aussi qui donne la NACAD aussi, mais il y a la NACAD aussi, les exporteurs aussi, les graines de qualité, les noix de qualité, pardon. Absolument. Aujourd'hui maintenant, avec bien sûr donc la GIZ, la GDIZ, le marché est garanti, le marché est là. Mais à quel coût justement? Ah non, justement. Parce que les producteurs disent, on vendait quand on exportait, on vendait un peu plus cher, mais maintenant on nous demande de vendre à un prix qui est difficilement supportable. Il faut faire très attention, si c'est les producteurs qui le disent, mais c'est les intermédiaires. C'est ça aussi. Voilà, c'est ça aussi le problème. Parce que quand vous vendez déjà toutes vos récoltes dans le champ, quelle marge de manœuvre vous avez pour parler bien sûr donc là du prix. Le problème est plutôt ailleurs. Vous voyez un peu, donc c'est beaucoup plus les intermédiaires qui se plaignent que les producteurs. Sinon, comment est-ce que les prix sont fixés? Les prix sont fixés au niveau bien sûr des filières. Ils s'entendent, ils regardent bien sûr donc là le coût de revient et puis ils décident. C'est pour ça qu'on parle même donc là de prix plancher où on ne doit pas descendre en dessous de ce prix. Donc si les gens arrivent bien sûr à produire, normalement si on respecte tout, ils doivent pouvoir bien sûr donc là s'en sortir. Mais les intermédiaires n'entendent forcément pas de cette oreille là et là. Donc je crois que la GDIZ là, c'est le marché qui est là et il faut forcément produire non seulement en quantité mais aussi en qualité pour satisfaire ce marché là. C'est ça qui va nous permettre bien sûr donc là d'aller au-delà pour notre développement. Nicolas Ouissoussi, je rappelle, vous êtes directeur général du Fonds national du développement agricole. Merci d'être passé sur la pub. Merci. Très bonne journée. Merci à vous. Mesdames et messieurs, la suite d'Actu Matin, c'est la rubrique économie. Jacques Degbé a déjà décroché notre appel. Voici donc notre rubrique de ce matin. De retour en plateau ce matin pour parler du mois du consommant local avec Jacques Degbé. Jacques, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Kanatora Bénin.
Alors, vous êtes déjà en ligne pour qu'on parle un peu, je dois dire, de cette thématique qu'on a retenue. Le mois du consommation local, c'est tout au long du mois d'octobre. C'est une décision du Conseil des ministres du ministre en charge du commerce des États membres de l'UEMOA, dites-vous, une décision prise lors de leur réunion annuelle tenue, faut-il le rappeler, le 25 octobre 2019 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il s'agit de l'instauration du mois du consommation local. Depuis, le Bénin a toujours fait office de bon élève selon votre constat, ne manquant jusque-là aucune édition de ce rendez-vous annuel. La 5e édition a d'ailleurs été lancée le mercredi dernier à Cotonou par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimatou Assouma, avec à ses côtés d'autres ministres du gouvernement et plusieurs autorités politico-administratives. Encore une fois, c'est toute une organisation et ponctuée de plusieurs activités, mais 5 ans après, Jacques, quel bilan? Un bilan, comme dit, je vais dire, mi raisin, parce que l'objectif des ministres en charge du commerce des États membres de l'UEMOA, en instituant ce mois du consommation local, est d'amener les populations à consommer local, consommer ce que nous produisons, consommer le made in Bénin pour ce qui concerne notre pays, le Bénin. Mais le constat est quand même patent. Il suffit juste de regarder dans notre environnement immédiat pour se rendre compte que tout ce que nous consommons vient essentiellement de l'extérieur, que cela soit dans l'agro-industriel, les poulets, viande importée, hamburgers, shawarma, les œufs de table, les biscuits, les boissons, pour ne citer que ces produits. Dans le textile et la mode, c'est pareil quand on regarde notre style vestimentaire, les cosmétiques et produits d'entretien, l'artisanat, la technologie et la communication, nous importons presque tout. Encore aujourd'hui, consommer local, c'est aussi par exemple au niveau de la musique, où on constate que les artistes de renommée internationale sont prisés comparés aux artistes locaux, notamment par les jeunes. Les médias internationaux ont parfois plus de priorité que les médias locaux sur nos propres activités, les informations qui concernent notre pays. Bref, nous ne consommons pas sans qu'on local, sérieusement, nous consommons des durées extérieures. C'est vrai peut-être que le mois du consommation local permet de mettre en lumière certains de nos produits locaux ainsi que des entrepreneurs de chez nous, mais globalement, on est encore loin du compte. Et ce n'est pas le président de l'association de défense des consommateurs du 7e client qui va dire le contraire. Auguste Ngounié, que nous avons rencontré sur place ici, il dresse un bilan mitigé et également il fait des propositions. On en reviendra certainement dans la suite. S'il pense qu'il faut tout simplement créer un ministère chargé du consommation local dans notre pays, un ministère dédié à cette initiative-là afin de pouvoir réellement permettre à ce qu'il soit véritablement perceptible sur le terrain. Et si vous le permettez, on va écouter Auguste Ngounié, si l'élément est bien évidemment disponible. On va écouter ses analyses, son bilan par rapport à ce mois du consommation local au 5 ans après. Oui, on va l'écouter juste après. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas un bilan, mais le bilan est mitigé. Quelque part, beaucoup de choses ont évolué. Et d'autre part, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire, d'autant plus que le réel problème n'est pas encore perçu. Le réel problème n'étant pas perçu, pour que la consommation locale soit une réalité dans notre pays. Et ça, je crois que de par nos consultations et nos rapprochements de la population, nous constatons avec amertume que le même ministère chargé du commerce est chargé aussi du problème de la consommation locale et autres. Nous avons eu, je veux dire, défenseurs des consommateurs, à étudier la situation et nous pensons que c'est nécessaire à ce que un ministère spécial soit créé, un ministère spécial chargé de la consommation locale soit réellement créé, où il y aura des directions données, des entités données pour permettre de mieux définir les tâches pour accompagner la consommation locale. Le ministère qui est là actuellement ne fait pas le job selon vous? Le ministère qui est là fait le job, mais il reste beaucoup à faire. Parce qu'il s'agit là
de mettre chaque chose à sa place. Il s'agit de mettre chaque chose à sa place. Et là, je crois qu'il faut un accompagnement de la consommation locale, puisque nous constatons avec amertume que tout produit importé revient moins cher sur le marché par rapport à la consommation locale. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et s'il n'y a pas surproduit... Voilà donc l'avis du président de l'association de consommateurs basée à Paracou. On retient juste que c'est un bilan assez mi-figue, mi-raisin. Mais Jacques, pourquoi malgré les efforts, les Béninois semblent être toujours réticents à consommer les produits qui sont, d'origine locale? Oui, le problème, Tanguy, c'est ce que tu veux dire à plusieurs niveaux. Déjà, la façon dont le mois est organisé. J'ai rencontré plusieurs acteurs sur place ici à Paracou, dans le secteur de l'artisanat par exemple, qui déplorent ne pas être véritablement associés à l'initiative. Vous allez l'entendre dans la suite de cette rubrique. Le président de l'association de défense des consommateurs du Septentrion révèle aussi que les défenseurs des consommateurs ne sont pas associés à la chose. D'ailleurs, cela vient confirmer le propos de Robert Acrombessi, président de l'association La Voix des consommateurs, que nous avons réussi ici à Fraternité la semaine dernière sur la question. La preuve est que les activités entrant dans le cadre de ce mois, ce sont très souvent des cadres du ministère de l'Industrie et du Commerce, souvent en veste, qui jouent au sachant sur le terrain, alors que les vrais acteurs entrepreneurs, autres acteurs techniques, sont relégués au second rang et le message ne passe pas souvent sur le terrain. Conséquence, on se retrouve globalement, je vais dire, dans un folklore chaque année. Deuxième chose, le prix. Et c'est peut-être là la question cruciale. On constate que les produits importés sont moins chers comparés aux produits que nous-mêmes nous fabriquons ici, les produits locaux. Donc, vous connaissez le consommateur. L'homo economicus, lui, il ne veut que ce qui est moins cher sur le marché, surtout dans un contexte où on a la morosité économique. Il va se rendre sur le marché, il regarde ce qui est moins cher et il choisit. Et généralement, nos produits locaux sont globalement plus chers. Quand vous prenez le taco, ici dans le Nord, par exemple, le taco fabriqué par les Barriba, c'est nettement moins cher par rapport à un prêt-à-porter que vous pouvez acheter chez les Baba au marché avec un 2000 ou 3000, le tout est joué. Et également, la question de la qualité. Toute la finesse qu'il faut au niveau de nos produits, on ne les retrouve pas parce qu'on n'a pas peut-être tout le matériel, la machine, la technologie qu'il faut pour atteindre le niveau des pays véritablement industrialisés. Je dirais qu'il y a aussi un problème psychologique. Vous savez, globalement, le Béninois aime ce qui vient de l'extérieur. Le Béninois voit l'herbe beaucoup plus verte ailleurs. Ce qui vient de l'extérieur est forcément meilleur par rapport à ce qui est produit au Bénin, alors que ce n'est pas toujours le cas. Une anecdote très rapidement sur la question, c'est que quand on était encore à l'université, un de nos enseignants nous a dit qu'il y a un entrepreneur qui a mis sur le marché un produit made in Bénin, c'est mis sur l'étiquette made in Bénin, mais puisque c'est made in Bénin, ça n'a pas coulé. Il suffit qu'on change l'étiquette et qu'on mette made in France avant que le produit ne puisse passer sur le marché. C'est vrai que ce n'est pas un acte à encourager, mais c'est dit combien nous avons un problème psychologique dans notre pays et il faut travailler normalement sur cet aspect-là de la question afin d'amener les Béninois à consommer ce qu'ils produisent et à produire ce qu'ils consomment sur le marché. Et voilà un peu quelques problèmes que moi j'ai pu identifier par rapport à qui bloque la mise en œuvre réelle de cette initiative quand même assez noble du mois du consommation local. Alors Jacques, est-ce qu'à cette allure, on pourra vraiment atteindre l'objectif visé? Oui, et c'est là la grosse question. Il faut quand même pouvoir s'inquiéter par rapport à ce qui s'observe sur le terrain parce que moi je dirais que 5 ans après, on n'a pas véritablement évolué sur cette question du consommation local. Il faut donc penser à d'autres mesures. Déjà l'organisation de ce mois du consommation local, je le disais tantôt, il faut revoir la méthode sur le terrain, il faut associer les acteurs, les entrepreneurs réellement qui savent de quoi il s'agit, il faut aller tirer de leur expérience et mûrir les idées pour qu'on puisse aller véritablement vers une production de masse, une production qui va permettre à ce que les Béninois puissent consommer ce qu'ils produisent parce que parfois aussi, on fabrique quelques échantillons ou quelques
morceau là juste pour le mois du consommant local, on expose, mais par la suite, qu'est-ce qui s'observe réellement sur le terrain? Il n'y a pas une production à l'échelle industrielle par rapport à ces produits-là. Il y a aussi qu'il faut trouver une politique, un mécanisme de régulation du prix. Si il faut aller peut-être vers des subventions pour permettre à ce que les prix des produits locaux soient accessibles aux consommateurs lambda. Je crois même que c'est la question cruciale. Si on n'arrive pas à régler ce problème-là, ça va être compliqué d'amener les Béninois à consommer ce qu'ils produisent aussi également. Travailler sur la qualité, la finesse dont je parlais tout à l'heure, acquérir des machines de haute gamme, des machines de la technologie de dernière génération pour permettre à ce qu'on ait toute la finesse nécessaire autour des produits que nous consommons. Glodibé, on le citera toujours. La zone industrielle de Glodibé constituera toujours un exemple. Aujourd'hui, il faut multiplier ces genres d'initiatives à travers le pays afin qu'on ait des produits de qualité. Autre chose, c'est le contrôle des exportations. Je dirais qu'il faut un protectionnisme un peu. C'est vrai qu'il ne faut pas aller loin, mais un protectionnisme juste pour pouvoir contrôler ce que nous importons dans notre pays, parce que on constate généralement que ça se joue au niveau de la douane. Il y a des produits qui sont interdits, mais qui continuent toujours d'inonder le marché, alors qu'il y a des mesures au niveau des frontières normalement pour barrer la voie à ces produits-là. Donc, il faut instaurer une forme de protection de notre économie, interdire l'importation de certains produits, comme ça va être le cas compris du 1er janvier 2025 avec les volailles, avec les œufs de table et tout ce qui concerne les poulets importés, pour qu'on puisse protéger les agriculteurs locaux. C'est ces genres de politiques que nous devons désormais aller pour encourager la consommation locale. On va écouter justement Auguste Nobounieni qui, lui, je l'ai dit, dénonce le fait que les acteurs à la base, les associations de défense des consommateurs ne sont pas associés à l'initiative. On va donc suivre Auguste Nobounieni pour une deuxième fois. Mais pendant ce temps, les producteurs, certes, sont accompagnés à un niveau T donné, mais les consommateurs ne sont pas accompagnés. Les consommateurs, dernier niveau, ne sont pas accompagnés. Et de plus, il faut constater que nous ne sommes pas du tout associés. La structure de la défense des consommateurs, sur tous les plans dans le pays, ne sont pas accompagnés, ne sont pas associés. Nous ne sommes pas associés pour donner notre expertise, alors que c'est nous qui sommes en contact de ces activités-là. Et lorsque les journées s'organisent, par exemple, ces journées qui sont organisées, on est là tranquille, on nous écoute, on nous entend. Ne serait-ce que vous, les journalistes qui venez nous prendre par moment, mais les structures de l'État qui doivent nous associer pour préparer cette journée ne le font pas. On n'est pas invité, on n'est pas du tout associé. Et là, ce n'est pas bien, puisque nous ne sommes pas, même s'il faut avoir notre expertise, c'est très important pour rejaillir sur le ministère, afin que le ministère puisse savoir que prochainement, les années à venir, qu'ils doivent tenir compte de ce que proposent les défenseurs des consommateurs qui sont en permanence en contact avec la base. C'est de ça il est question. Donc, pour que le bilan soit au top niveau, il faut revenir à la base. Et je proposerai au sommet de l'État que le président de la République tienne compte de nos remarques et qu'il crée un ministère spécifiquement chargé de la consommation locale. Voilà cette exigence ou ce conseil, je dois dire, du président Auguste Nobounieni, justement président de l'association des consommateurs de Parakou. Jacques. Merci Tanguy. Merci beaucoup à vous à Parakou. Bonne journée. Bonne journée à Cotonou également. Merci. Il y a des choses à confrère de Canada. C'est promis, je ferai le point. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses passées par ici. On va souffler maintenant. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.
Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Nous ne sommes pas. Monsieur le Président, motion de procédure. Oui, nous devons avoir... L'actualité au Sénégal, c'est les législatives annoncées pour le 17 novembre prochain et les différents camps s'activent justement pour décrocher le plus de places possible. Dakar est en ébullition, c'est peu dire là-dessus, puisque l'ancien président Macky Sall a décidé de renoncer à des charges internationales pour se consacrer exclusivement à cette épreuve électorale qui s'amène. Il s'est positionné tête de liste. Il va amener la liste de l'opposition à cette confrontation. Pourquoi est-ce qu'un ancien président doit descendre sur l'arène pour justement discuter quelques places avec les autres acteurs? Et pardon, est-ce que nous n'allons pas directement vers, je dois dire, une confrontation, pardon. Affrontement, je voulais dire confrontation, dis donc. Une confrontation match retour, Sonko Sall, puisqu'on avait eu du Sall Sonko. Eh bien, élément d'analyse lors de nos échanges tout à l'heure. William Cliquin, bonjour. Eric, bonjour. Franck, bonjour. Ulrich, bonjour. Macky Sall, ancien président, candidat tête de liste pour les prochaines législatives. L'heure de la revanche, non, William? Pas forcément. La présidentielle est le plus grand scrutin. C'est la plus grande mamelle nourricière d'une démocratie. Ce n'est pas le cas des législatives qui sont des consultations qui drainent certes moins de monde, même si cela donne plus de... cela est une autre forme d'expression de la démocratie représentative. C'est un grand pouvoir. Absolument. Le Parlement. Et si ce n'est pas vraiment un pouvoir, je crois que Diomaye Faye ne serait pas obligé de dissoudre. Absolument. Je ne minimise pas la place. D'ailleurs, les législatives, d'ailleurs, avec les formes qu'elles prennent dans les grandes démocraties, parce qu'il y a de petites chambres qui permettent des scrutins au suffrage universel et d'autres chambres dédiées avec un certain filtre et tout. Les législatives sont l'une des plus grandes expressions de la démocratie. Nous nous accordons là-dessus. Mais ça crispe moins les attentions qu'une présidentielle. Et comparativement, sinon relativement au cas que vous évoquez, le match par procuration entre Sall et Sonko, par l'entremise de Diomaye Faye et Amadou Ba, ce match était d'une confrontation beaucoup plus frontale que les législatives aujourd'hui. Les rôles ont changé aussi. Aujourd'hui, celui qui détient, celui qui est en pole position, celui qui est en longueur d'avance, c'est celui qui désormais, entre-temps, dégeôle au palais de la présidence de la République. Et Sonko diriger une liste des législatives, ce n'est pas nouveau pour lui. Alors que dans l'histoire du Sénégal, je ne sais pas si Macky Sall a eu à le faire déjà. Et vous savez... ancien président, ce n'est pas président de la République. Donc je ne minimise pas l'enjeu électoral. C'est une confrontation totale, pleine. Ce sera plus que sur un ring, je suis d'accord. Mais ce n'est pas encore l'heure de la revanche. Oui, ce n'est pas encore l'heure de la revanche, mais je pense qu'il y a deux enjeux dans cette élection qui ramènent, disons, Macky Sall au devant de la scène politique.
c'est que Macky Sall n'a pas encore digéré la façon dont les jeunes lui ont ravi la vedette. C'est quoi, il n'a pas eu le temps de prendre un verre d'eau depuis, selon moi, ça ne se calcule pas un verre d'eau, ça ne se calme pas avec un verre d'eau. Ça, c'est un échec politique et l'acteur politique vous dira que toute sa vie, il va œuvrer pour revenir, pour arracher encore le pouvoir ou pour faire le plus mal entre griffes pour montrer qu'il est toujours capable de faire quelque chose. Deuxième chose, c'est que Macky Sall l'avait déjà même annoncé, je crois, dans une publication au lendemain de son départ de la tête du Sénégal. Il a dit qu'il reviendra et qu'il fera l'opposition. Et si vous voyez le parti avec lequel il s'est allié, le parti de l'ancien président Abdoulaye Wade, ça veut dire qu'on a envie de constituer véritablement une forte opposition au pouvoir de... Peut-être l'âme protestataire même du peuple sénégalais. Oui, vous allez voir, je pense qu'au niveau de la population sénégalaise, Macky Sall a encore des soutiens, de grands soutiens, et donc rien n'est joué. Si Sonko et son ami ne travaillent pas bien, ils risquent d'être surpris. Parce que vous avez vu la galère qu'on leur a déjà opposée les premiers jours. Il a été obligé, Diomaye Faye, de dissoudre mais ça, c'était un parlement qui, à la cause de Sall, c'était bien normal. Oui, c'était prévisible. Donc, si on ne travaille pas à constituer vraiment un parlement qui est vraiment acquis à la cause de Sonko et de son ami, c'est que rien ne marchera au Sénégal. Le risque, c'est pas un risque ça pour Sall? Un risque pour Sall, un mauvais résultat l'enterrerait définitivement, politiquement parlant. Oui, c'est un risque, mais un risque qu'il veut prendre. Vous savez, vous avez demandé tout à l'heure s'il y aura encore une guerre, Sall-Sonko, mais il y aura cette guerre, qu'on le veuille ou non, d'une certaine manière. On l'aura, mais cette fois-ci de façon plus démocratique. Avant, on a connu une guerre Sall-Sonko qui a duré 3 ans, et qui a fait des dizaines de morts au Sénégal. Mais ici, ce sera maintenant une guerre beaucoup plus démocratique, c'est-à-dire le contre-pouvoir qui sera maintenant au mai. Si éventuellement il prenait la majorité de l'opposition, le Parlement, ça veut dire qu'on aura le contre-pouvoir qui serait au mai de Sall. Et là, la guerre Sall-Sonko va reprendre, mais cette fois-ci de façon plus démocratique. Et comme vous l'avez demandé tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas un risque? C'est un risque. Mais vous le savez très bien, l'homme a eu son rêve écourté. Qu'on le veuille ou non, à un moment donné, Sonko l'a empêché de se repositionner ou dans... C'est vrai qu'il a dit officiellement qu'il ne voulait pas le faire, mais dans les actions, on a senti que l'homme voulait encore empiler. Mais Sonko a écourté son rêve. Aujourd'hui, il revient et on sent que c'est toujours le même combat qui reprend. Il veut prendre ce risque et la Constitution ne l'empêche pas de prendre ce risque. Ça veut dire qu'a priori, il peut le faire. Mais effectivement, s'il tombe, s'il échoue, c'est que politiquement, il sera définitivement enterré. Eric? Non, je pense qu'après l'épisode de la présidentielle, effectivement, nous allons vers une nouvelle confrontation entre Sall et puis Sonko. Un peu pour dire que Sall n'avait pas encore dit son dernier mot, et comme nous sommes dans une démocratie où, même après avoir exercé le pouvoir présidentiel, un leader peut toujours se trouver une bonne santé politique et revenir encore dans le jeu. Et c'est peut-être ainsi le jeu politique en démocratie sous le cieux. Il faut espérer que cela ne verse pas dans les violences que nous avons observées dans le cadre des présidentielles. Et que pour cette fois-ci, nous allons assister à une saine, je dirais, compétition entre des leaders politiques qui vont présenter des offres et laisser le peuple choisir. Après, nous savons que un Parlement sans une majorité pour Diomaye Faye, il ne pourra véritablement rien faire. C'est d'ailleurs pour ça que la dissolution a intervenu. Et ça, Macky Sall le sait véritablement. Et je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il rentre dans cette compétition pour récupérer ce pêchoir et peser véritablement dans le jeu politique au Sénégal. Et je pense que pour Diomaye Faye et puis Sonko, c'est aussi le même objectif. Nous ne pouvons pas, en plus d'avoir la présidence, laisser le Parlement à Macky Sall. Donc ça va être très serré, justement, de mener cette bataille.
Après, nous savons un peu aussi la psychologie de nos concitoyens. En fait, on n'aime pas toujours confier le plein pouvoir à quelqu'un. Parfois, il y a un juste équilibre qu'il faut observer. Peut-être que dans cette tendance que nous observons généralement dans nos États, Macky Sall part peut-être avec un peu d'avantage. Alors, ces législatives au Sénégal, c'est un prétexte juste pour tomber sur un débat auquel je vous invite. Ce retour, et là c'est le deuxième axe de nos discussions, ce retour qu'on constate des anciens présidents qui ont encore de l'énergie à faire de la politique. On a connu l'époque où, quand on a fini de diriger son pays, on va se reposer tranquillement et puis on a les honneurs, etc. Mais voyez-vous, au-delà même des frontières continentales, on a quand même François Hollande qui dernièrement était candidat aux élections législatives. Ça, là maintenant, au Sénégal, on a un certain Macky Sall qui veut aussi, je dois dire, se confronter un peu au feu des législatives. Est-ce qu'on a des présidents qui sont hyper énergiques ou plein d'énergie au point que même le temps passé au pouvoir ne les a pas suffisamment épuisés pour qu'ils aillent se reposer, Franck? De plus en plus, nous avons affaire à des présidents qui ne préparent pas leur départ. On se dit, si ça s'est passé ailleurs, où les gens ont pu s'imposer, ils ont pu tripatouiller, disons, la Constitution pour rester, eh bien, on peut l'essayer aussi. Et vous avez vu comment Macky Sall s'est brûlé les ailes au Sénégal. Je voudrais rappeler à Eric que le peuple sénégalais, c'est un peu politiquement mûr. Et s'il y a eu violence déjà pour les présidentielles, c'est parce que justement, Macky Sall a affiché clairement, même s'il n'a pas dit, une volonté de s'éterniser, de changer la Constitution et de revenir au pouvoir. Alors qu'ils avaient des jeunes là qui croient qu'ils peuvent, selon elle, la population sénégalaise pouvait faire le job. Et donc, je pense que ces présidents ne préparent pas leur départ. On joue beaucoup plus sur, disons, les intérêts du présent, alors que c'est un mandat constitutionnel. Quand vous faites un an, vous décomptez, vous savez que vous avez, si je prends le cas d'un mandat de 5 ans, vous avez 4 autres années pour lesquelles vous devez travailler. Et donc, ces présidents ne sont pas... Compris à quitter le pouvoir. Mais c'est pas le cas du président français François Hollande, qui quand même a décidé par son propre chef de ne pas se représenter, de terminer sur un seul mandat, qu'il trouve encore de la ressource pour venir être candidat au législatif. C'est paradoxal ça, non, William? Non, il faut y aller au cas par cas. On y va. Vous commencez par parler de Hollande, par exemple. Hollande a arraché le pouvoir à un président en exercice avec un parti politique qui n'a presque jamais eu la chance d'avoir l'électorat français avant Mitterrand. Et après les 2 mandats de Mitterrand, les gens se sont jurés... la parenthèse. Oui, en 1995, les gens se sont jurés de ne plus retourner le pouvoir à la gauche. Mais à un président qui remplissait la gauche, le PS a repris le pouvoir à travers Hollande, un timoré, un mou, il a même été dans sa gouvernance, le PS a arraché le pouvoir. Il a dit que ce serait un président normal. Et ça fait... Justement, regardez, ce n'est pas le même cas au Sénégal. Allons-y vraiment au cas par cas. Au Sénégal, on a besoin d'un bouclier Macky Sall, parce qu'on a une opposition qui est divisée. Tous les ennemis de Macky Sall sont sur la liste pour laquelle il est tête de liste aujourd'hui. Khalifa Sall, Karim Wade, qui encore? Et son dauphin, à une présidentielle qui date de moins d'1 an, de moins de 6 mois, est concurrent à sa liste. Les cas ne sont pas du tout les mêmes. On a 2 anciens présidents qui je suis d'accord. Et qui retournent sur le ring. Je suis totalement d'accord, mais le contexte n'est pas le même. On peut voir un Sall comme un assoiffé du pouvoir, encore que je ne le lis pas dans le contexte actuel de cette façon, mais pour le cas Hollande, ce n'est pas la même chose. Le cas Sall, regardez, aujourd'hui, l'opposition sénégalaise a besoin d'un repère. Les législatives anticipées sont une vieille tradition démocratique pour permettre à un président de se refaire une santé, parce que elles viennent non seulement juste après une présidentielle, mais dans cette marge, on veut que l'électorat de la fièvre de la foi à un projet de société puisse confier ne serait-ce qu'un nombre de députés conséquents à ce président nouvellement venu pour qu'il puisse mettre en œuvre ses actions. Au nom de cela, quel que soit le cas, quelle que soit la démocratie dans laquelle on se trouve, le président nouvellement élu a de l'avantage. Donc, contrairement à Eric, je pense que l'avantage aujourd'hui est dans le camp Sonko. Maintenant, de grands cadres de la politique sénégalaise, des gens qui ont dépassé la cinquantaine, des gens qui sont en train d'amorcer la descente, se voient aujourd'hui ravir la vedette par les jeunes qui sont dans la quarantaine et qui risquent
de régner sur tout le toit de l'environnement politique sénégalais jusqu'à la disgrâce, jusqu'au moment où ils vont commencer par faire les premiers impairs. Au nom de cela, il faut utiliser un grand bouclier, quelqu'un qui a encore un petit électorat, quelqu'un qui a un bilan à vendre, quelqu'un qui a encore des acquis à sa cause, et c'est là que Sall, n'étant pas encore au Sénégal, on va le négocier pour le mettre tête de liste, parce qu'il faut comprendre aussi comment le législatif fonctionne au Sénégal. C'est un système de liste nationale, avec des têtes de liste ainsi de suite, avant les niveaux départementaux. Parce qu'en face, on a le tigre de la politique sénégalaise actuelle, Ousmane Sonko, qui, pour faire de l'espace à Diomaye Faye, pourrait choisir l'option présidence de l'Assemblée nationale pour continuer pleinement le programme qu'ils se sont donné. Au nom de cela, l'enjeu est de taille et il fallait chercher une grosse cuirasse. Comme pas une envie, pour moi, ce n'est pas du tout vraiment une envie de poursuivre. Ulrich. Oui. Moi, je vois plutôt un clash entre l'image, c'est-à-dire la notoriété, et l'ambition personnelle. L'image, la notoriété, c'est-à-dire quand vous voyez un ancien président, quelqu'un qui a atteint, qui a dirigé l'État au sommet, le plus haut niveau d'un pays, et qui, à un moment donné, finit son mandat, que ce soit forcé ou de façon démocratique, qu'on le veuille ou non, il a fini son mandat, et qui subitement accepte de reprendre un poste qui est moindre que celui qu'il avait occupé. Là, en termes de notoriété, en termes d'image, on sent qu'il y a quand même on sent qu'il a basculé de certains niveaux, qu'il a dégringolé de certains niveaux. Donc ça veut dire que l'image, vous voyez aux États-Unis par exemple, vous finissez les États, vont vous mettre quelque part, et là vous avez tous les honneurs dus à votre rang, et a priori on estime que vous représentez quand même une icône pour le pays. Voilà. Non, Obama qui, on comprend. Il est toujours prêt, il fait toujours ses échauffements. Et ça donne aussi quand même une belle image, parce que quand il intervient chaque fois, vous voyez quand même la population qui se lève avec lui. De l'autre côté, quand vous voyez les ambitions personnelles, vous dites que Macky Sall, je reviens beaucoup plus sur le cas Macky Sall, on sent que c'est plutôt par revanche. Et même si on ne voit que Macky Sall, il y a encore d'autres personnes qui sont derrière, qui ont des choses à protéger. Comment Macky Sall peut utiliser tous les autres cadres de la classe politique? Mais oui, tous ces cadres que vous êtes en train d'énumérer ont quand même une certaine image à protéger à leur manière. Parce que là, nous avons une guerre générationnelle qui est en train de se poser au niveau du Sénégal. Allez, mais on peut, même si William veut faire la nuance, on est quand même dans le même cas de figure, parce que quand la gauche socialiste va chercher un certain François Hollande, c'est parce que justement elle aussi, elle était en difficulté et avait besoin d'une figure aussi pour se refaire une santé politique. On peut observer ces tendances peut-être plus prononcées sur notre continent. Il est très rare de voir des leaders politiques prendre leur retraite de façon absolue. Même quand ces personnes ne s'affichent pas publiquement, nous savons que dans l'ombre, ils aiment toujours tirer les ficelles, ils aiment orienter, ils aiment contrôler toujours, parce que nous avons cette perception de pouvoir chez nous en Afrique. Quelqu'un qui a géré les affaires pendant plusieurs années, c'est, comment on dit, c'est très facile de le voir disparaître comme ça dans la nature. Il faut qu'il joue un rôle, parce que, comment on dit, il veut toujours se sentir l'homme fort de toutes les situations. Ailleurs, on les observe dans d'autres activités, des conférences. Ils sont connus pour Nicolas Sarkozy, qui est leadership, conseiller international. Voilà, je crois que c'est de toute façon, ils ont les perspectives. Ailleurs, tout le monde est mon ami. Ailleurs, ils ont d'autres perspectives aussi. Oui, ils ont coaching aussi. Ailleurs, ils ont d'autres perspectives que nos anciens présidents chez nous. En plus, pour le cas de Macky Sall, quand on a vu les conditions dans lesquelles il a quitté la présidentielle, bon, on peut imaginer que c'était pas du tout ce qu'il aurait... C'est une frustration qu'il anime actuellement. Mais écoutez, quand même, c'est deux jeunes... Quand même, on parle de Macky Sall, voyez-vous, et donc on peut imaginer aussi ce qui avait déjà pratiquement 25 ans quand les jeunes là décèdent, voyez-vous ça. Je ne vais pas aller loin, vous savez, dans ces conditions de bras de fer, donc on peut imaginer qu'il est parti franchement avec beaucoup de pression ressentie, et là peut-être envie de revenir encore dans le jeu, peut-être gagner une certaine notoriété en termes d'image, et c'est là que le risque est grand. Et ça, vous l'avez relevé, c'est-à-dire que si dans ce second match, dans cette confrontation,
et puis non pas Sonko et puis comment on dit Diomaye finissent encore par gagner les législatives. Pour moi, c'est vraiment un échec encore 2 fois plus élevé que la présidentielle. Et c'est là que ça va être très serré. Et à partir de ces comptes, je vois dans ce schéma que vous avez présenté un réel problème, c'est-à-dire la formation des jeunes dans les partis politiques pour assurer la relève. Parce que, imaginons Macky Sall qui a eu, quelqu'un qui l'a formé, qui l'a montré. Pourquoi c'est lui qui doit former? Pourquoi le jeune ne va pas au charbon? Pourquoi le jeune doit attendre qu'on le forme? Oui, pourquoi le jeune doit attendre qu'on le forme? Enfin, moi, je suis surpris quand les gens se plaignent pour dire on ne vous fait pas la place. Mais en politique, on ne vous fait pas la place. Vous vous faites une place. On ne vous fait pas la place. On ne vous fait pas la place, mais nous sommes comme dans un... quelque part où il y a tout puissant. C'est l'Africain qui parle. Vous savez, il y a toujours l'aîné qui prend la main du petit, qui l'encadre, en démocratie aussi, qui le formate et qui veut qu'il soit à son image. On est en démocratie là. Sinon, ils veulent toujours rester. Nous avons vu des présidents au Bénin. Nous avons vu un président qui est devenu maire d'une grande ville du Bénin. Nous avons vu un président qui a dit après mes mandats, je serai pasteur, mais qui est vite revenu sur la scène politique. Non, mais il chante toujours et il est. Et puisque vous me faites le pont, merci beaucoup. On va justement... Quand vous parlez du cas français, vous voyez, vous me direz que le PS avait 27 députés en 2022, et qu'aujourd'hui, ils ont 62 députés. C'est beaucoup. Écoutez, Hollande est un simple et pur et simple député dans un coin. Vous avez vu Hollande au Parlement français depuis que les débats sont en cours, dans les débats sur la formation du gouvernement. Il était un simple député du PS. Vous ne direz pas que son image n'a rien apporté au score que le PS a connu aux dernières législatives. Je ne suis pas un spécialiste, analyste, des résultats des législatives anticipées de France. Mais je pense pas... Le PS n'a pas vendu l'image de Hollande pour faire campagne. Le PS n'a pas eu besoin pour avoir la mairie de Paris, à Hidalgo, que Hollande soit en poste ou non. Je pense que ce qu'il y a comme très grande différence entre ces systèmes et les nôtres, c'est que là-bas, les partis sont des institutions. Le PS, Mitterrand est mort depuis 1996. Le PS vit, fait son chemin, ce qui n'est pas le cas. Macky Sall a à peine quitté le pouvoir et son héritage politique est déjà émietté. Ceux qu'il a emprisonnés, Karim Ouad, Khalifa Sall, se retrouvent aujourd'hui pour l'utiliser pour revenir sur des listes. Aujourd'hui, toutes les forces hétéroclites soient-elles s'entendent pour qu'il se fasse au moins une place à côté de ces jeunes, ce qui n'est pas du tout le cas. Non. Ailleurs, les partis... Ailleurs, les rapidement. Ailleurs, les partis sont des idées qui se perpétuent, ont des institutions. Ce qui n'est pas le cas avec nous, où les gens, comme l'a dit William, il n'est pas spécialiste de la politique française, mais vous ne savez pas quelle stratégie le PS a utilisée au cours de sa campagne, quels sont les discours qu'on a tenus et à quel moment également François Hollande s'est présenté et le discours qu'il a tenu forcément aux électeurs français. Tout ça, il faut avoir les éléments d'appréciation pour mieux juger si l'image de Hollande contribue ou non. Mais chez nous, au Bénin, on veut renvoyer les anciens présidents au repos. Et en tout cas, il y a une tendance qui pense que c'est des vieux qui doivent aller dormir et qu'on doit aller au petit matin autour de 10 h avec une tasse de café et leur raconter un peu ou leur amener leur petit-fils afin qu'ils leur racontent un peu leur expérience de vie. Pendant qu'il y a d'autres qui pensent qu'ils ont encore de l'énergie et qu'ils peuvent continuer à foutre sur le terrain politique. C'est une question de culture. Ou quand vous avez un aîné, quelqu'un qui a, comment on dit, qui a exercé véritablement une fonction. Enfin, parfois vous entendez de jeunes acteurs politiques dire que voilà, nous avons été encadrés par telle personne. On arrive même à reconnaître parfois certains jeunes leaders à partir de leur manière de faire. On y retrouve un peu de Bruno Amoussou, on y retrouve un peu de Kérékou. Et donc chez nous, ça a toujours été comme ça, où quand on a un certain âge, on estime qu'il faut s'entourer de jeunes, qu'il faut encadrer. C'est la conférence qui a renvoyé les trois là à la retraite. Sinon, on les met encore candidats. Aussi, c'est la Constitution qui l'a arrangé. On devient une école, on les encadre, on les oriente, on les formate parfois même à son image. Et puis, à leur tour aussi d'aller. Et de génération en génération, nous avons des acteurs politiques de cette tendance-là. Non, je pense que c'est une question de culture. Après, est-ce que ça déteint forcément sur notre
comment on dit, sur notre démocratie. Toujours est-il que nous observons des alternances, toujours est-il que nous allons aux élections, nous avons, comment on dit, plusieurs acteurs politiques qui émergent d'une façon ou d'une autre. Après, pour les jeunes, quand on reste à côté de ces personnes, de ses aînés, est-ce qu'on a le temps de se former soi-même son image, ses propres convictions, ses principes dans un environnement politique plutôt que de perpétuer peut-être l'image d'un ancien? Le riche, Soglo, Yahi, ils doivent dormir ou ils doivent continuer à bosser dur sur le terrain politique? Non, mais écoutez, tout dépend d'eux, parce que j'ai parlé tout à l'heure d'ambition personnelle, parce que autant que les tests ne leur interdisent pas de ne pas se présenter, ils ont le pouvoir, ils ont la possibilité de se présenter. Tant qu'ils peuvent le faire, alors s'ils le veulent véritablement, ils peuvent le faire. Donc ce qui veut dire que leurs ambitions personnelles ne dépendent que d'eux. Mais de l'image, justement, moi je parlerai, parce que, comme vous voyez par exemple, je prends le cas de Soglo, par exemple, après sa chute de la présidence, on a vu à un moment donné un Soglo revenir en tant que maire. Et ici, il y a un cas particulier. Après le départ de Soglo, son parti, la Renaissance du Bénin, est resté très puissante pendant un bon moment, dans les élections législatives. Ce qui veut dire que quand les élections sont revenues et il devrait se présenter aux élections municipales, vous avez vu à un moment donné, c'est lui-même qui s'est porté, son image a beaucoup joué, a influencé. C'est d'ailleurs pour ça que dans le temps, il a pu avoir la mairie. Donc, l'image de l'ancien président qu'on a vu, parce qu'entre-temps, le peuple béninois s'est senti, excusez-moi du peu, un peu redevable vis-à-vis de lui, parce que ça dit à un moment donné que c'est le seul président de la République du Bénin qui a fait un seul mandat. Non, après la conférence. Non, après la conférence, bien évidemment, un seul mandat. Juste après. Et d'ailleurs, certains utilisent même ce contexte. Pour le cas de celui de l'espoir. Pour être au président, avoir organisé les élections pour sa propre réélection et échouer. Les gens l'utilisent un peu. Ils ont appelé ça causer pouvoir. Mais il faut que oui, voilà, justement. Ça peut se faire. Ce qui veut dire que ça joue sur la balance. Maintenant, est-ce que de son côté, par rapport à cette image-là de Soglo, maire de Cotonou, ramener cette image-là de la même manière avec Yahi Boni qui a quitté en 2016 et qui aujourd'hui se retrouve encore dans les arcanes de la scène politique et qui, quel que soit peu, est en train de lorgner le Parlement. Est-ce qu'il faut leur dire d'aller se reposer? Moi, j'estime que c'est leur image qui compte d'une manière ou d'une autre. La loi ne leur interdit pas de se présenter. Alors, ils ont le plein droit de se présenter. Oui, Franck, le retour de Nicéphore Soglo sur la scène politique, notamment à travers la mairie de Cotonou, n'a pas autant énervé les gens. Pourquoi Boni Yahi, quand il prend sa guitare, ça énerve? Non, je pense que vous avez dit, Soglo, on a eu l'impression que le produit en griffe ne suffisait pas. Ça n'a pas suffi aux gens parce que la Renaissance du Bénin, elle fait partie des partis politiques qui ont eu un ancrage effectivement national. Quand vous allez dans le nord, à des endroits donnés, il y a des classiques de la Renaissance du Bénin. Vous vous demandez, mais d'où est-ce que tout cela est venu? Comment est-ce que le travail a été fait? Et donc, la Renaissance du Bénin a travaillé de sorte à véritablement impacter tout le territoire national. Et donc, en revenant aux affaires, les gens trouvaient toujours en Soglo ces petites idées qu'il avait, des actions qu'il a menées. Et donc, ils pouvaient les mettre au service d'une ville comme Cotonou et même au-delà. Parce que, en tant que président, maire de la ville de Cotonou, il était également actif dans l'association des maires qui pouvaient intervenir dans d'autres localités. Je pense que le cas de Soglo, c'était l'homme qui était presque dans une certaine continuité. Mais quand vous prenez Yahi Boni, il a eu le temps de faire 2 mandats. Et donc, c'est lui-même qui l'a dit après ces 2 mandats. Je vais me reposer. Il peut se raviser, non? Oui, il peut se raviser. Et même Talon qui est là, ne vous attendez pas à ce que, après peut-être 2026, qu'il aille se reposer, vous lui trouvez un canapé quelque part. Dans il nous a déjà permis, voilà, donc, il nous a permis de se raviser donc, déjà. En Afrique, généralement, moi, je ne vois pas les choses de cette façon. Je pense que c'est parce que nous n'avons pas des partis politiques. Vous voyez, depuis 1828, le Parti démocrate existe aux États-Unis. Depuis 1854, le Parti républicain existe.
les présidents s'arrachent les pouvoirs les uns aux autres depuis des siècles, il n'y a jamais eu de problème. On a parlé depuis la mort du général de Gaulle, l'âme de sa gouvernance est restée la droite pure de France. Aujourd'hui, elle a la forme les Républicains. Demain, elle aura une autre forme. Ça ne fait pas penser à Sarkozy, ça ne fait pas penser à Chirac, ou à Valéry Giscard d'Estaing, ou à Georges Pompidou. C'est pour dire, en fait, chez nous, on ramène l'image des chefs d'État parce que c'est la seule chose qu'on doit vendre. C'est peut-être son bilan, les acquis à sa cause, les impactés par sa gouvernance, les quelques-uns qui vont vibrer d'émotion en le voyant parce qu'ils ont eu une chose ou l'autre sous sa gouvernance. Sinon, les partis ne sont pas des institutions pour proposer des choses réelles. C'est pour cela que je me pose des questions aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. La plus grande démocratie aujourd'hui dans l'Afrique francophone, c'est le Sénégal. Mais regardez si le scénario qui se fait pour les législatives vous plaît. C'est en cela que chez nous, quand on pense que c'est en prenant des lois qu'il faut décréter un système partisan moderne qui nous plaise, un peu comme les démocraties que je suis en train de citer un exemple, je crains que les textes ne puissent pas nous amener là. Parce qu'ailleurs, ce sont les pratiques, les institutions, parce que les idées sont là, ce ne sont pas les hommes. Donc un homme est venu, il a fait 8 ans, non, il a fait 10 ans, non, il a fait 5 ans, il fait sa part, il disparaît. Quelque temps après sa gouvernance, on l'oublie. Il y a d'autres qui ont été couvés, qui ont été incubés et qui poursuivent l'œuvre. Chez nous, on ne vend que l'image des hommes. Et ça, vous l'entendrez encore hein, jusqu'à ce qu'ils meurent un jour, peut-être, et on va les ranger. Vous voyez, les partis sont circonstanciels, sont présidentiels, sont des mandats, sinon existe le temps des mandats, après on fait des coalitions juste après. Pour moi, c'est vraiment la grande démarcation. Le retour des anciens chefs d'État en Afrique, c'est parce que les gens ont besoin d'eux comme des boucliers pour se faire encore un petit... On propose dans le fond rien de nouveau. On veut se partager le pouvoir, c'est l'État gâteau. Éric, vous voulez intervenir, on va finir. Oui, je pense que c'est dans notre sociologie politique, quand vous prenez le citoyen électeur, il s'intéresse plus à la personne, au leader, plutôt qu'au parti qu'on peut considérer comme institution. Et ce qui fait que l'image de ces leaders est toujours recherchée dans les compétitions électorales. Et ces personnes aussi jouent le jeu. Si aujourd'hui Yaïboni quitte la tête du Parti Les Démocrates et va créer une formation politique, il aura du monde parce que c'est sa personne qui est très appréciée par une partie de nos concitoyens. Et c'est en cela, dans l'exemple que William a évoqué pour ce qui est des États-Unis, avec la réforme du système partisan, on voudrait avoir justement des partis qui résistent à la vie des leaders et des personnes, où nous avons de grands partis politiques qui imposent véritablement une idéologie, des principes et des valeurs de façon indéterminée. Voyez-vous, vous avez des leaders qui ont plus de vie que de partis politiques. C'est quand même un peu paradoxal. Merci beaucoup à vous. Ah oui, je pense à Bruno Amoussou, qui quand même avait beaucoup de partis. Absolument. Je crois qu'il a fait le PSD, je crois qu'il a fait l'Union fait la Nation. Il est un des barons de l'Union progressiste. Et n'oublions pas la retraite, il est très influent. Et n'oublions pas non plus, comment on dit, comment j'appelle ça, les situations où des leaders s'associent pour créer des mouvements. Il y a tellement, voilà, Kirikou, Soglo, voilà quoi. Mais moi, le système partisan, je ne sais pas ce qu'il va devenir après Patrice Talon, mais je pense que si nous travaillons, les tests tels que c'est écrit, si nous travaillons, est-ce qu'on n'aura pas, comme vous le dites, ce que les gens ont fait depuis 1800 et quelques, comme vous le dites, si on travaille bien, si on n'aura pas des modèles comme ça à la longue. Les gens se sont éduqués. Décrété, c'est une loi qu'on a prise. La loi commence par... Ils sont pas les seuls partis politiques. La loi commence par baliser le terrain. Les hommes, s'ils sont respectueux de la loi, ils se mettent dans le terrain. Je ne sais pas si ce sont les lois pour en arriver là. On va en tout cas voir ce qui va se passer. Merci beaucoup à vous, chers messieurs, d'avoir contribué à ces échanges ce matin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Vous suivrez juste après moi. Ce que je ne comprends pas, c'est ça, non, Franck? Ou bien vous avez compris tout déjà? D'accord, donc tout a été compris aujourd'hui. Vous n'aurez pas ce que je ne comprends pas. Vous n'aurez pas non plus, et j'en suis sincèrement désolé, vous n'aurez pas non plus la revue de presse de ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à demain.